Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 3 juin 2025 et c'est l'épisode 414. Apple s'oriente vers les mêmes difficultés en Europe qu'il a subies aux États-Unis sur son App Store. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. À une semaine de la WWDC, on regarde l'affrontement entre la Commission européenne et Apple sur la distribution des apps sur l'App Store. Donc, et de manière générale, on va regarder comment les géants du web luttent pour s'adapter au monde d'aujourd'hui, ou plutôt comment ils tentent de continuer à façonner notre société. Il y a la livraison gratuite mais payante, mais qui en fait est gratuite, mais qui est payante chez Amazon. Il y a Google qui essaye de se démêler avec la justice américaine sur des actions anticoncurrentielles. Les plans d'OpenAI pour aller plus loin qu'un simple chatbot par IA. On va même aller au Brésil, où les internautes pourront peut-être prochainement vendre, au sens propre du terme, vendre leurs données personnelles. On aura aussi l'occasion de voir si l'Amérique va être super great again avec le départ d'Elon Musk des responsabilités politiques, enfin en tout cas de celles qu'on connaissait dernièrement. Et puis on va aussi parler des trucs qui volent et de trucs qui font que des trucs volent. Tenez, on va encore parler du retour possible à l'avenir des zeppelins. On en a déjà parlé dans Tech Café, on va revenir dessus. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, on repart des zeppelins à chaque fois que Sergueï fait un truc en fait. Ouais, Puis, c'est vrai, c'est lui qui dicte l'actualité, Sergey Brin, un des cofondateurs de Google qui a cette marotte, nous faire revivre en vrai ce qu'on a vécu dans Indiana Jones et la dernière croisade, je crois que c'est ça. c'est ça. Non, Ouais. oui, c'est ça. Allez, merci beaucoup en tout cas à celles et ceux qui ont accepté de venir fouler le tapis rouge et qu'on applaudit chaleureusement parce qu'ils ont choisi de soutenir Tech Café sur Patreon. Merci à Thomas Le Carpentier, Toto le héros, à Jenda et Star Magic. Merci beaucoup à vous qui avez accepté donc de soutenir Tech Café sur Patreon ou qui avez choisi de renouveler votre soutien. Merci beaucoup à vous. Vous remplacez peut-être quelques soutiens qui ont choisi au contraire de nous quitter. On les salue, on les remercie d'avoir fait un tour de soutien en notre compagnie parce que oui, vous le savez, sur Patreon, en plus c'est sans engagement. Je vous en retouche un mot durant l'épisode, mais je voulais aussi vous partager l'avis avant qu'on parle de tech et qu'on fasse le petit courrier des lecteurs. L'avis de Victor sur Apple Podcast qui a dit à propos de Tech Café: mon podcast préféré, toujours intéressant. Il m'accompagne il m'accompagne pour où je vais. Alors, en fait, il l'accompagne partout. Voilà, je vais le redire. Il l'accompagne partout, que ce soit en voiture ou en avion. Un vrai plaisir à chaque épisode avec une équipe que j'aime toujours autant. Merci beaucoup à toi, Victor. Et puis, vous le savez, vous pouvez interagir avec nous et entre vous sur le serveur Discord et dans les commentaires de techcafé.fr. En plus, les deux sont branchés. Donc, quand il y a un commentaire sur techcafé.fr, pof, il remonte sur Discord. C'est décidément bien fait. Et donc, on a plein de petites interactions. La semaine dernière, Guillaume, on s'étonnait, toi et moi, de prononcer SQL et non pas SQL. Moi, franchement, en IUT, on me parlait de SQL. Oui, bah de toute façon, mais ouais, alors c'est vrai. En français, c'est vrai, quoi, tu vois, mais bon, c'est confirmé par Blueseye, TK et Highway 2009, et par Wikipédia, le Bon, Wikipédia bah alors là... anglophone aussi, que j'aurais pu commencer par là. SQL, c'est bien SQL en anglais, c'est officiel. Je le confesse, j'avais jamais fait gaffe, et enfin, je pense que j'avais jamais discuté de SQL avec un anglophone, quoi. Je suis pas du tout un spécialiste, je n'utilise pas directement ce truc, donc bon, voilà, j'ai appris quelque chose. Et en fait, SQL est né en 1973 chez IBM, ça a été fait par Donald Chamberlain et Raymond Boyce, et il s'appelait carrément SQL en lettres capitales. En fait, ça veut dire Structured English Query Language. Il devait prendre la suite de System R, qui était le langage de base de données de l'époque chez IBM. Et en fait, Chamberlain et Boyce avaient déjà ils avaient déjà une tentative voilà, de faire un successeur, c'était Square. Et c'était Specifying Queries in a Relational Environment. Mais c'était trop compliqué. Personne n'utilisait ce truc-là. Et donc, ils ont fait SQL, qui était une référence à Quell, en fait, parce qu'il existait déjà à l'époque un langage qui s'appelait Quell. Ouais. C'était le Query Language d'Ingress. Ingress, originalement un projet de recherche de Berkeley, et en 1980, Ingress est devenu un produit commercial qui a été vendu par Relational Technology, qui a une longue histoire avec plusieurs noms et rachats, et donc entre la succession, le fait de voir que c'est après R, et Square qui vient après R, et le clin d'œil à Quell, voilà, on a un petit peu l'origine du nom SQL, qui allait comme un gant à ce système, mais malheureusement, SQL était une marque déposée à l'époque par une boîte anglaise, et donc voilà, avec 3 lettres en moins, la prononciation est restée. Et il faut bien noter d'ailleurs que quant à Ingress a évolué mi-80 vers Postgres.
pour Postgres. Ah, OK, Comme ouais. Oracle et SQL ont gagné du terrain et que Quell devenait moins attrayant, en fait, Postgres est devenu PostgreSQL, qui est bien connu aujourd'hui, qui fait tourner encore voilà, une multitude de trucs, dont certaines alternatives au Pocket d'ailleurs. Alors justement, c'est ton combat du moment, hein, j'ai l'impression, c'est de remplacer cette application Pocket. On le rappelle, c'est l'application qui permet en un clic sur les navigateurs ou via les applications de sauvegarder un article pour le lire plus tard. Et puis ça fait comme ça une bibliothèque d'articles à lire. En plus, l'interface fait que c'est plus agréable à lire que sur les pages web qui sont envahies de publicité. Est-ce que tu avances dans ta recherche de l'alternative parfaite à Pocket, Guillaume? Oui, alors justement, Fred Hewitt mentionne Raindrop que je connais pas, donc je peux rien dire. Peut-être qu'il faudra que je l'essaye, C'est vrai effectivement. qu'il est Jusqu'à présent, je me permets de le mentionner parce qu'en fait, j'aurais dû moi-même, le citer, spontanément parce qu'il est j'utilise. très fréquemment revenu du temps où on parlait de Relive d'ailleurs, un podcast, Mmh. sur le life hacking, sur l'optimisation du quotidien et il y a plusieurs personnes là qui me l'ont suggéré effectivement, Raindrop, sur le site raindrop.io. Il y a Valkan aussi, hein, qui fait la semaine de Valkan qui a mentionné ça, Raindrop. OK. Oui, bah, il faudra peut-être que je teste, effectivement. Il me semble que Raindrop n'est pas auto-hébergeable. C'est vrai que je m'étais Mmh, plutôt focalisé c'est sur les vrai. trucs qu'on peut héberger soi-même. Et il y a un patriote aussi qui a mentionné Karakip. Karakip que j'avais pas encore essayé donc la semaine dernière, mais c'est chose faite. Et donc c'est une solution auto-hébergée, donc l'installation est simple avec Docker, hein, qui est très intéressante hein, puisqu'elle dispose de fonctions avancées avec l'IA que vous pouvez héberger vous-même aussi. Donc vous pouvez avoir votre propre IA hein, sur un PC ou sur le même, hein, et puis voilà, en fait ça utilise Olama ou un truc compatible. Enfin moi j'utilise COBOL CPP parce que j'aime pas trop Olama hein, pour te dire, mais bon voilà, il est possible de se faire donc un petit serveur Pocket d'un côté, donc sur la même machine ou pas, et puis après un petit serveur de LLM. Et vous avez une fonction de tagging automatique qui, donc, c'est les tags sont, bah, en fait, l'IA va lire votre article et puis mettre des tags automatiquement. Et puis, bon, bah, il va y avoir donc une fonctionnement à la Pocket hein, du côté de Karakip. C'est vraiment pas mal. Il y a un serveur de LLM, avec un serveur de LLM open source, c'est un peu rapide, ça marche pas mal. Et puis, il y a aussi une possibilité d'avoir, donc, dans l'interface, de faire le résumé d'un article. Et ça marche, effectivement, ça marche bien, quoi. Donc c'est assez sympa. Par contre, évidemment, il faut avoir soit il faut payer, hein, soit il faut avoir un serveur de LLM, voilà, chez soi, qui est toujours allumé, quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors le gros point noir, par contre, de Karakip pour moi, c'est que son application Android est beaucoup trop simpliste. Il y a pas de lecture offline, l'appli fait pas Mmh. grand chose, en fait. Elle fait que renvoyer sur les sites web, elle télécharge rien, elle filtre rien. C'est dommage. Sinon, sinon c'était, ça aurait été une bonne alternative en fait, Karakip, hein, et ça l'est en fait en version web pure. Il y a certainement d'autres alternatives donc pour l'instant à Wallabag qui pour moi conserve le lead de peu. Alors il a pas d'IA, mais bon, il a la lecture offline, il a un bon scrapping, voilà, il y a une appli qui tient la route. Mais voilà, c'est pas exclu que je conserve mon instance Karakip en plan B. Eh ben, écoute, intéressant. Pourquoi t'aimes pas Olama? Rappelle-nous, Guillaume. Pourquoi c'est pas ton chouchou? Olama? Oui, Alors Olama. Olama, oui, Olama, c'est un truc qui permet, effectivement de manière assez simple, c'est en ligne de Mmh. commande, enfin c'est quand même assez simple de télécharger et de lancer Les IA en des IA, local, ouais. en local, hein, donc LLM. pour les Llama, mais aussi voilà tous les Qwen, tous les machins, tous Mmh les mh. Mistral, tout ce que si vous voilà, enfin, il utilise ce que vous avez quoi, ça peut être le Mmh. CPU, ça peut être les GPU. Le problème de Llama, c'est que, il apporte pas grand chose plus face à Llama CPP ou Cobol CPP, il apporte pas grand chose. Il utilise sa propre sauce à lui, souvent les modèles n'ont pas exactement le même nom. Il est beaucoup moins optimal, je trouve. Enfin, tu peux régler moins de choses, tu contrôles moins de choses, et au final, je trouve qu'il utilise moins bien ta machine. Et je vais plus vite avec Cobol CPP ou Lama CPP OK. perso. Bon, bah, je sais qu'en tout cas, il y a plein de personnes qui ne jurent que par, Olama parce qu'il est évidemment très simple à mettre en place et je peux le comprendre. Un dernier mot dans la rubrique des interactions. Il y a une réaction qu'on m'a envoyée par message privé et je tairai, l'auteur de ce message, qui a, réagi donc, tu disais, dans le dernier épisode hebdomadaire, c'est pas pareil de confier sa vie intime et psychologique à Google ou Meta, qu'on ne le fait évidemment à un spécialiste et une personne m'a indiqué qu'on le faisait déjà beaucoup, mais sans le faire explicitement en une fois. Il cite, il y a quelques années, Google m'a vu chercher syndrome, dépression, cause dépression, psychologue avec une ville, effet secondaire avec un nom de médicament, étape du deuil, obligation, rupture conventionnelle, etc. Et effectivement, je pense qu'ils ont, comme il le dit, largement toutes les infos pour faire le diagnostic que
Guillaume, donc toi en l'occurrence, Guillaume Pochastwala ne voudrait pas leur donner en l'occurrence. Et c'est vrai que je perds parfois, moi, de ma vigilance, le fait qu'il y a tous ces signaux faibles. Effectivement, on ne va pas avoir la démarche intentionnelle d'aller auprès d'un Google, d'un Meta, d'un OpenAI pour faire une thérapie en livrant toutes ces informations. Enfin, quoique, moi, je ne le ferai pas en tout cas, comme je le ferais avec un thérapeute. Mais c'est vrai qu'il y a aussi parfois tous ces signaux faibles qui se multiplient et auxquels on ne pense pas forcément. On le sait, hein, pourtant, qui captent beaucoup de données sur nous. Tu continues à faire une vraie différence, toi, finalement, quand même, dans les deux. Oui, quand même si, bon, c'est pas ce que j'appellerais des signaux faibles, hein. Quand tu cherches un certain type de médicament, c'est assez, Ouais, voilà, c'est il y assez a une explicite. Ouais. bonne chance, surtout si tu le fais plusieurs fois ou que Ouais. tu regardes plusieurs aspects, bon, voilà, il y a une Mm. bonne chose que tu sois intéressé quand même. Mais non, mais c'est sûr, c'est vrai, effectivement, Google sait déjà beaucoup de choses uniquement par ces signaux-là qui sont notre comportement en ligne, parce que notre comportement en ligne, évidemment, c'est un reflet, hein, de ce qu'on est dans la vie forcément un petit peu et c'est vrai, bien entendu, je dis pas le contraire. Après, avec un potentiellement en tout cas, avec un chatbot, tu peux être plus précis, tu peux donner plus d'informations émotionnelles, c'est-à-dire comment toi tu te sens, les détails par Mhm. exemple, tu vois? C'est oui OK, tu tu vois? Admettons, tu es un syndrome dépressif, bon, bah, OK, avec ce que tu recherches, Google peut le savoir. Mais si tu discutes de ça avec une, application web thérapeute, tu peux avoir tous les détails. Mm. Pourquoi, tu es, en dépression? À quel point? Tu en es à quel niveau? Quelles sont les raisons? Ton entourage réagit? Enfin, il y a tellement plus de choses Mhm. potentiellement que tu peux dire à un chatbot qui peut en retour t'influencer en plus. Ouais, ouais, effectivement. Et puis. C'est je sais pas, je pense que c'est Mm. vraiment une dimension supplémentaire quoi, même si, bien entendu, hein, oui bien sûr, hein, les gens du web savent déjà énormément de choses. Ils en savent tellement. Mais c'est sûr qu'en plus, nos prompts sont généreux, quoi. En général, quand on sollicite des chatbots, enfin, je pense, je n'ai pas de retour et d'études à ce sujet-là, de mon expérience personnelle, je peux te confirmer que mes prompts à des IA sont bien souvent bien plus généreuses que des requêtes Google. Quand j'utilise Google, bien entendu. Allez, sans autre forme de procès, on parle des news de la semaine concernant la tech. Et évidemment, c'est Apple, hein. Ça y est, vous l'aviez entendu, ils sont obligés de remettre à disposition Fortnite. Ils doivent plus pénaliser les développeurs tiers quand ils veulent faire de la vente, en gros, via les apps, via l'App Store, etc. Bon, ils ont tapé du poing sur la table aux États-Unis et ça commence à taper un petit peu aussi du poing sur la table en Europe. Faudrait que ça avance dans le même sens, j'ai l'impression, Guillaume. Moi, bah, j'ai 2 petites news Apple, une bonne et une mauvaise. Alors je commence par laquelle? La mauvaise. Alors la mauvaise nouvelle, enfin qui est mauvaise pour Apple, mais qui est plutôt bonne pour nous, utilisateurs et développeurs, c'est que l'Europe est pas contente effectivement de la mise en conformité entre guillemets, hein, qui était faite à reculons par Apple et se prépare à imposer de nouvelles sanctions. L'App Store ne respecte toujours pas le DMA, hein, selon la commission, qui l'explique point par point dans un rapport de 70 pages quand même, hein, donc bon. On a déjà longuement parlé des mesures prises par Apple pour s'ouvrir tout en rendant cette ouverture la moins attrayante possible, pour la rendre la moins rentable possible. Entre les commissions, le core technology fees, sa facturation à l'installation, le refus des web views dans les apps, le refus global, hein, de pouvoir mentionner des moyens de paiement alternatifs, hein, ce qui est désormais, d'ailleurs, maintenant c'est le cas aux États-Unis après la suite à la victoire d'Epic. Ben voilà, Apple fait son indigné, mais il a 60 jours pour se mettre en conformité, sans quoi il aura, il y aura encore des amendes, quoi, potentiellement énormes, hein, toujours jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Alors, bah, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Apple, enfin, bonne nouvelle, Apple va changer sa manière de nommer les systèmes d'exploitation. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Bah, parce que du coup, il va avoir une numérotation unique et par année pour tout le monde. Mm. Donc il n'y aura plus WatchOS 12 pendant qu'on a VisionOS 2, iOS 18, macOS Mon Servant, je sais pas quoi. Bon, non, à partir de la prochaine grosse mise à jour, tout le monde va s'appeler 26. Il y aura iOS 26, macOS 26, tout le monde 26, et ça dès 2025. Ah oui, zut. Ah mince, Du coup, ça du sera coup, ils sont possible en que avance ça. d'une année, c'est ça? Non, j'en sais rien. Mais enfin, tous Mmh. les cas, on verra ça au WWDC qui démarre le 9 juin. Donc, c'était la bonne nouvelle, à mon sens. Tout ça, effectivement, c'est des sources leakées, c'est pas des communications officielles d'Apple. Enfin là, a priori, il y a suffisamment de manières de considérer que c'est authentique. Réponse dans une semaine. En attendant, un autre qui continue à faire sa forte tête par rapport aux environnements législatifs parmi les GAFAM, en plus, c'est Amazon. Alors, il y a un jeu du chat et de la souris qui dure depuis tellement longtemps sur les frais de livraison. Amazon, depuis longtemps, hein, fait la livraison gratuite et il y a les dispositifs légaux qui l'ont amené à revoir sa copie en permanence et ça continue, Guillaume. Ça continue. Ouais, alors évidemment, autre grand groupe qui fait son malin, comme d'habitude, Amazon, qui esquive encore.
La loi en passant par les lockers cette fois, hein. Depuis 2023, Amazon ne peut plus proposer la livraison gratuite. C'est une concurrence déloyale pour les librairies et donc il doit y avoir 3 € de frais de port pour toute commande de moins de 35 €. Apparemment, ces frais ne s'appliquent pas si le livre arrive dans un casier qui est lui-même situé dans un établissement pouvant vendre des livres. C'est très large qui peut vendre des livres, hein, je suppose qu'un Carrefour Mini peut, dans le principe, vendre des livres, Mmh. même s'il le fait pas d'ailleurs. En passant par les lockers donc, lockers qui se multiplient un petit peu pour tous les Mmh. transporteurs, hein. Il y a des lockers un petit peu partout pour Vinted, pour, Mondial Relais, tout ça maintenant. On esquive les 3 € et ça plaît pas au ministère de la Culture ça. Donc il y a eu une médiation avec Amazon qui a lamentablement échoué. Pour le médiateur, le locker est indépendant du commerce et pour Amazon, ben non. Donc il y a gros désaccord sur l'interprétation de la loi et donc il y a probablement un litige à prévoir. Donc encore un, eh ben voilà, encore un sujet, hein, thé pour tes cafés, hein, l'avenir, c'est bien. C'est bien, ça nous fait du contenu. C'est fou parce que ça fait très longtemps qu'on entend ce sujet, qu'on le suit en permanence et à chaque fois, Amazon fait son petit malin à trouver des interprétations de la loi pour jongler, évidemment, continuer à proposer la livraison gratuite. Et puis face à ça, il y a toujours le législateur, en tout cas en France, qui trouve des nouvelles techniques. Je me rappelle, pendant un temps, il considérait que ok, c'est payant, bah, je vais vous faire la livraison à 1 centime. C'est bon, c'est payant, vous voyez, je respecte la loi. Donc ça, c'est un sujet qui dure depuis bien longtemps. Je peux pas m'empêcher à chaque fois qu'on parle de ce sujet de brancher un truc qu'on m'a aussi dit, qui est beaucoup de libraires ont souffert plus que d'Amazon des grandes surfaces qui se sont mis à équiper leurs rayons de grands rayons de livres. Écoute, je sais toujours pas si c'est les grandes surfaces Amazon ou les deux qui ont fait du mal aux petits libraires, mais j'ai l'impression que il faut continuer à promouvoir le site Place des libraires. Quand vous commencez à commander un livre, vous pouvez le commander et puis vous le faire livrer chez votre libraire. C'est pas mal aussi. Allez, on continue avec une étude, Guillaume. Après les réseaux sociaux, il y a peut-être plus grave encore et plus central. Bon, vous allez voir, tout ça est à nuancer. Mais pour la protection de la santé mentale et peut-être de la santé mentale des plus jeunes, c'est la fibre optique. Je l'avais pas vu venir, Guillaume. Oui, la fibre optique, c'est très dangereux pour la santé mentale, surtout quand elle arrive pas chez toi. Ça, c'est très, C'est très grave. vrai, Elle doit c'est arriver, qu'elle arrive pas, terrible. c'est très, très non, je déconne, mais en fait, il y a une vraie étude qui est parue dans le Journal of Health Economics, qui aboutit à une conclusion très troublante, enfin troublante quoi. La fibre optique n'est pas bonne pour la santé mentale et en particulier celle des jeunes, les adolescents et les adolescentes en particulier étant plus vulnérables. Enfin, les plus vulnérables. C'est une étude sur l'Espagne, où les chercheurs autrichiens et espagnols montrent une relation entre le taux de pénétration de la fibre dans le pays et celui des incidences de problèmes de santé mentale chez les adolescents, quoi. Alors, les graphiques, oui, c'est vrai qu'ils montrent quand même assez clairement une corrélation entre pénétration de la fibre optique et les diagnostics hein, de problèmes de comportement et de santé mentale. Avoir accès à la fibre optique, c'est une augmentation de 4,24% de l'incidence des cas de problèmes de santé mentale chez les adolescents et de 13,48% des cas d'automutilation et tentatives de suicide, ce qui n'est pas négligeable quand même. C'est assez significatif, c'est pas juste dans le bruit, quoi. C'est même troublant à quel point les courbes pour les troubles des filles suivent précisément celles de l'arrivée de la fibre, ça monte à la même vitesse, quoi, c'est marrant. Et là, bien sûr, on se pose la question corrélation, causalité, tout ça, parce qu'on Voilà, n'a on est pas de habitué lumière, mais maintenant, ça. Bah oui. et voilà. Bon, les chercheurs aussi, bien sûr, et il s'avère que l'arrivée de la fibre coïncide avec un changement de comportement des adolescents. L'arrivée de la fibre coïncide avec un usage de plus en plus intense du portable et d'Internet en général et d'Internet sur le portable en particulier. Parce qu'en fait, les ados utilisent énormément leur téléphone à la maison, parce qu'ils utilisent en Wi-Fi beaucoup, parce que sinon ils ont pas tous des gros forfaits, quoi. Et donc, en gros, s'ils ont un Wi-Fi, évidemment, si vous avez le Wi-Fi et que votre Wi-Fi est pas terrible, ça limite un peu. Alors que si vous avez la fibre optique, c'est une bénédiction pour streamer des trucs en permanence. La fibre booste l'utilisation d'Internet partout et sur le mobile en particulier. L'usage de la télévision, lui, s'est effondré. Celui des applications de contrôle parental, lui, il n'a jamais vraiment décollé. Et la fibre permet un usage intensif pour chacun en isolation. Donc, parce que tout le monde peut streamer dans son Mmh. coin et ça marche très bien, quoi. Les jeunes passent donc beaucoup de temps seuls en ligne chaque jour, hein. Internet réduit le temps passé sur les devoirs et pour le sommeil, hein, ou le temps passé à socialiser avec la famille ou les amis. Alors les filles ont tendance à utiliser Internet quand elles se sentent pas bien, plus que les garçons, et ça aboutit à une légère augmentation de leur tendance à un usage excessif. En fait, les chiffres pour les garçons et les filles sont un peu différents. Si on regarde l'impact du haut débit au sens large, les filles perdent 10,7% de sommeil, 15% de temps passé sur les devoirs et 22% de temps de socialisation, alors que pour les garçons, l'effet est nettement plus modéré. Alors, ils perdent aussi 8,4% de temps de devoir quand même, hein, ça reste à peu près significatif, quoi. Alors, le déploiement de la fibre permet
Du coup, voilà, en gros, un usage plus intense d'internet et ça reflète aussi, des habitudes qui changent en fait, hein, sans limite tout le temps, sur les réseaux sociaux ou sur les sites de streaming, sur YouTube, ce que vous voulez et donc, sur toutes les plateformes de vidéo, hein, bien sûr et donc voilà, donc c'est une étude, sur la fibre, mais c'est pas vraiment une étude sur la fibre en fait, parce que la fibre est un proxy quelque part Mmh. qui montre, en particulier que les jeunes entre 10 et 14 ans, doivent être bien encadrés dans leur usage d'internet, sans limite quoi, au sens large. Ce qui est intéressant, c'est que ça met en avant la chaîne de valeur du numérique, la chaîne de valeur des nouvelles technologies qui amène encore plus facilement qu'avant, et plus le temps avance, plus c'est le cas, à accéder à des contenus. Et si ces contenus-là sont pas bons pour la santé mentale quand on y accède massivement, et plus on y accède, moins ça peut être bon. Enfin voilà, vous savez que c'est un débat qu'on a et qu'on relaye sur la base d'études assez régulièrement, mais en tout cas on constate une corrélation assez régulièrement. Bah, effectivement, c'est toute la chaîne de valeur. Tu vois, par exemple, j'imagine bien que demain, on pourrait faire une étude sur, par exemple, la taille de l'écran. La taille de l'écran du smartphone serait encore... Parce que finalement, ça participe à la chaîne de valeur. Si tu as un écran tout pourri en noir et blanc, cassé, bah, Oui, j'imagine mais qu'effectivement, il y tu a as cet moins effet, facilement hein. accès, je Mais là, pense. mais il y a cet effet avec la fibre optique parce que de toute façon, naturellement, la taille des écrans a augmenté avec les années. Donc si tu prends, Bah oui. un écran d'il y a 10 ans, il était beaucoup plus petit, beaucoup moins bon, mais surtout, ça correspond à une époque technologique où on avait beaucoup moins de plateformes, beaucoup moins accès à une multitude de services en ligne, à une multitude de vidéos et en réalité, c'est juste la technologie qui a évolué et puis voilà, tout ça se fait un petit peu en même temps, quoi. Google est un problème quelque part, j'ai l'impression, Guillaume, aux États-Unis, et on relaie depuis quelques semaines maintenant le conflit juridique avec le Department of Justice, et il était question notamment de forcer Google à vendre Chrome. Quoi de neuf sur ce sujet? La saga du procès Google continue, alors même si Google a perdu, hein, ça y est, c'est vrai. Bon, il a été jugé, il est donc, en monopole, quoi. Il a fait usage de pratiques concurrentielles pour donc conserver ce monopole, le monopole de la recherche sur internet et là, on n'est pas, bon, là, on est plus là, on est à l'étape, bon, d'accord, OK, mais maintenant, on fait quoi? Hmm. Donc le constat est posé, maintenant, il faut des remédiations, hein. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et le problème, c'est que les solutions proposées pour remédier à ce problème, enfin, au souci de monopole, elles ont toutes leurs problèmes à elles, quoi. Parce que forcer Google à partager les données avec d'autres régies pub, ça a été évoqué, hein, donc voilà, parce que Google a accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de signaux que tout le monde. Du coup, s'il les donne aux autres, ça voilà, il est plus en position de monopole. Sauf que le problème, c'est que ça fait pas rêver du tout, quoi. Parce que oui, Google, c'est tout de moi, on l'a vu, tout à On en l'heure, mais parlait au en moins, intro. tout ça est à un seul endroit. Si les données sont partagées, qu'elles partent dans la nature chez n'importe qui, est-ce que c'est vraiment mieux pour ma vie privée? C'est sans doute pas. C'est pas le meilleur sujet. C'est pas, enfin, d'ailleurs, c'est même pas le sujet, ma vie privée. C'est ça qui est marrant, c'est que finalement, le sujet là, c'est la concurrence, mais du coup, c'est pas la vie privée. Là, il y a quand même une tension entre les deux. Bon, après, il y a quoi? Il y a supprimer les deals d'exclusivité, comme avec Apple et Firefox. Mozilla, ça donne des cauchemars à IDQ, hein, chez Apple. Alors, je peux comprendre, hein, parce que J'imagine, perdre 20 milliards de dollars du jour au lendemain, moi aussi, je prendrais du CBD, je crois. tu m'étonnes. Cela dit, je m'inquiète bien moins pour Apple que pour Firefox, pour qui le deal avec Google représentait, en 2022, 80% des revenus. Je ne sais pas si c'est encore aussi haut, c'est possible que ce soit même encore plus haut, puisqu'il y a un cadre de Mozilla qui a dit que perdre Google, ça détruirait la compagnie. Donc est-ce que Firefox doit mourir pour châtier Google? C'est quand même pas terrible. Ce sera à mon sens une catastrophe d'ailleurs, hein. Chromium devenant d'ailleurs l'unique base de tous les navigateurs du monde, a priori sauf Safari, quoi. Et Chromium d'ailleurs, on en parle, quoi, parce que il y a une autre option, c'est vendre Chrome. Mhm. Oui, OK, mais à qui et pourquoi faire? Parce que Chrome est immensément complexe, c'est un truc monstrueux, il faut des ressources énormes pour Mhm. maintenir un monstre pareil. C'est comme si tu vendais un système d'exploitation à ce niveau-là. Mhm. Et seuls les Microsoft, Meta, Oracle et compagnie peuvent se le permettre en réalité. Mhm. Chromium serait-il aussi bien maintenu? Comment il changerait? Est-ce qu'il serait aussi accessible? Donc Chrome et Chromium, hein, sa version donc open source, on n'en sait rien. A priori, si c'est vendu et bon, Chromium, c'est une pièce angulaire du web. Et le pire de tout, c'est qu'entre le moment où la procédure a été lancée et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé. Il y a d'autres outsiders et d'autres problèmes qui s'annoncent. qu'OpenAI ou Perplexity puissent au jour concurrencer Google, début 2023, ça paraissait assez loin. Ouais, Beaucoup moins aujourd'hui. carrément. Surtout, Google devient son propre Perplexity avec son AI Mhm. mode. Et il pourrait lâcher progressivement la recherche traditionnelle. Le jugement rendu sur la recherche aujourd'hui pourrait perdre sa pertinence d'ici quelques années, en fait. Mhm. Si la recherche devient totalement autre chose, si plus personne n'utilise de lien quasiment,
Et bien sûr, ça soulèverait d'autres soucis, hein, parce que d'autres litiges avec les sites. Les créateurs de contenu, voilà, autant qu'ils sont, bah, Google récolte leurs données, hein, sur le web et les redistribue façon chatbot. Ça aussi, c'est un problème à résoudre, quoi. Donc en ce qui concerne la punition de Google, il pourrait aussi lui arriver rien du tout. Parce que là, je parle beaucoup, j'ai parlé assez longtemps, hein, mais finalement, peut-être pour rien. Parce que déjà, il faudrait ils n'arrivent pas trop à se décider, voilà, sur quoi faire, mais s'il y aura un procès en appel, parce que Google a fait appel et donc peut-être que ce sera juste un procès pour rien, une news pour rien, je sais pas. Mais bon, en tout cas, on gagne des bon, disons, même si, ça aboutit à rien, ce procès nous aura quand même donné l'occasion d'avoir des informations rigolotes. Ouais, effectivement. Bon, on verra si ça ne donne rien du tout. Tu sais que pendant que tu disais que la maintenance de Chrome, ça doit être au même niveau que la maintenance d'un système d'exploitation, je peux pas m'empêcher de penser aussi à un dégât collatéral auquel j'avais pas pensé, c'est probablement Chrome OS aussi. Parce que je sais pas s'il est si facile que ça de disloquer Chrome de Chrome OS, je sais pas. Bon, bref, il faudrait aussi creuser ce sujet, mais Non, c'est vrai. ça fait peut-être un autre paquet de machines qui pourraient être concernées. Allez, on continue parce qu'on parle de Google et c'est bien parce que ça nous permet d'avoir des infos en plus et non pas directement sur Google mais sur OpenAI parce que oui, ChatGPT pourrait être bien plus bien plus utile et bien plus complet qu'il ne l'est aujourd'hui avec ce simple assistant par chatbot qu'il est. Bah oui, c'est suite à ce procès, hein, qu'on a eu des divulgations de documents de 2024 confidentiels, hein, internes à OpenAI, qui décrit sa stratégie pour 2025. Et c'est assez simple, hein, ChatGPT doit devenir le portail vers Internet. Et donc, c'est même pas le portail vers Internet, c'est votre portail vers Internet. Il est fait mention de O2, et d'ailleurs, un modèle qu'on n'a jamais vu publiquement, c'est marrant. Et donc, ce O2 et O3 seraient désormais assez intelligents pour faire plein de trucs, pour faire de ChatGPT un agent, hein, qui fait des choses pour vous en utilisant son propre PC. Alors, ChatGPT deviendra un super assistant qui vous connaît, qui sait ce qui est important pour vous, et qui peut vous assister autant pour des trucs de base, comme voilà, acheter vos 25 paquets de chips hebdomadaires, ou Ah, quand contacter un même. avocat pour refuser la garde de vos enfants, quoi. Mais il peut aussi programmer pour vous, Mhm. lire et écrire des emails, se faire passer pour vous, hein, auprès de votre patron. Il est concrètement vu comme un compagnon, en réalité, hein, ce qui rejoint d'ailleurs les propos de Sam Altman sur le fait que les jeunes utilisaient le chatbot comme un coach de vie. Et la vision, c'est celle du film Her, hein, vraiment, à la maison. ChatGPT, il a une voix sexy de pas du tout Scarlett Johansson, Mhm. qui vous conseille sur la meilleure manière de vider une truite, par exemple. À l'extérieur, elle vous indique le meilleur itinéraire jusqu'au subway en évitant les dealers. Elle pourra même remplacer cette épouse et ses amis qui vous ont quitté quand vous avez perdu votre travail. Elle concocte pour vous une routine cardio parfaite pour tirer le meilleur parti du fait que vous avez dû revendre votre voiture pour payer le loyer. Et puis elle vous écoute patiemment chaque soir quand, aviné, vous lui racontez le plus beau jour de votre vie, quand vous avez acheté cette Laguna. L'avenir si séduisant voulu par OpenAI se heurte quand même à quelques petits soucis, hein, parce que si tout le monde se met à utiliser en permanence ChatGPT comme ça, avec la voix et tout, ça va demander énormément de calculs. C'est parce que même si Samantha est propulsée par un truc qui est, enfin, qui est relativement rapide, mais bon, qui réfléchit, hein, puisqu'on parle de O3, bah, un truc qui réfléchit, ça pompe 4000 tokens pour chaque question, quoi, en gros, ce truc est multimodal en plus, ça doit avaler des millions de tokens d'images, de sons et de vidéos par jour. Bon, bah, OpenAI, il est conscient qu'il est en position de leader, mais c'est difficile. Donc c'est temporairement finalement. Les concurrents sont là, ils sont très puissants. Google s'est réveillé, hein, il fait très mal avec des modèles puissants, énormément de capacité de calcul et énormément de cache surtout. On comprend du coup pourquoi Sam Altman est obsédé par la construction de data centers et pourquoi il cherche du pognon en permanence comme ton cousin toxicomane. Cela dit, OpenAI semble confiant. Il dit c'est bon, on a tout ce qu'il faut. On a une super équipe, on a de l'avance technologique, on a une marque qui est mondialement connue, c'est clair. Et ils font pas de pub, dans le sens où ils ne sont pas dépendants de la pub. Donc ils n'ont pas de contraintes de business model pour l'instant. Donc ils peuvent bouger, changer vite, et ils estiment qu'ils ont une chance de se consolider. Et donc, bon, pour se consolider, pour devenir globalement le pont entre les humains et la technologie, puisque c'est rien de moins que ça qui est envisagé, quoi. Je m'interroge que tu puisses considérer, même si c'est pas pour toi, mais pour quelqu'un, que le meilleur jour de ta vie soit celui où tu as acheté une Laguna. Moi, je m'interroge là-dessus, Guillaume. Mais bon, pourquoi pas. On verra, mais c'est sûr qu'effectivement, ils Sur ont les des... télévisés. Tu m'étonnes. On verra, mais bon, sans doute qu'effectivement OpenAI vont développer plein de choses pour être votre assistant favori très très vite et à l'échelle de l'IA très très vite, ça veut dire vraiment demain. Allez, un trésor peut-être que vous avez sur votre ordinateur à défaut de l'avoir chez vous, quoique c'est vos données, et oui, quand on le dit bien, hein, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais finalement, quelle est la valeur exactement des données? Est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose? Est-ce qu'on pourrait pas les vendre un peu comme sur le Bon Coin, j'ai l'impression, Guillaume, au Brésil? On se pose la question.
C'est un peu l'idée. C'est parce que bon, quoi qu'on fasse sur internet, on génère de la donnée, hein. C'est des données qui peuvent dire pas mal de choses de vous, hein, effectivement, encore une fois, qui ça intéresse beaucoup de monde. Bon, on dit toujours ici que la protection des données, c'est important, la souveraineté des données aussi, bien sûr, donc vos données vous appartiennent et donc rien qu'en vivant votre vie sur internet, bah, vous générez des données qui ont une valeur. Concrètement, d'ordinaire, cette valeur d'ailleurs, on l'utilise puisqu'on consent à une collecte de données, parce qu'on est en Europe d'ailleurs, en général, on peut consentir, sinon c'est vrai qu'on peut ne pas trop vous demander votre avis. Et puis on obtient des services en retour plus ou moins pratiques et bien foutus, hein. C'est comme ça que vous payez quelque part pour Gmail, Instagram, hein. C'est devenu explicite en Europe d'ailleurs, puisque l'offre de Meta était carrément explicite, c'est tu payes ou t'es pisté, quoi, globalement, hein. Donc voilà, il y a vraiment une valeur monétaire, quoi. Quelque part, on paye déjà des trucs avec nos données, donc, mais c'est implicite, c'est opaque et vous pouvez pas payer votre sandwich avec en général, hein. Sauf au Brésil peut-être. Ça, alors, ce sera peut-être le cas bientôt, puisque le pays veut mettre en place un système pour que chacun puisse gérer et vendre ses propres données, contre du vrai argent, pas juste contre des services. Le service sera mis en place par le gouvernement à travers une entreprise d'État qui s'appellera DataPrev et qui collaborera avec des spécialistes de la monétisation en Californie. Bon, ils sont très. Effectivement, il y a des spécialistes là-bas. Donc ça va commencer avec un petit nombre de Brésiliens qui auront un portefeuille qui s'appellera le D-Wallet, contenant leurs données, et donc il y aura une forme de transparence qui, pour le coup, est bienvenue, on verra ce qu'on génère, et chacun pourra proposer tout au parti de ce trésor, hein, à la vente. Alors des clients viendront enchérir dessus, et si on accepte le deal, bah, il y a un paiement en vrai argent qui part sur ton compte en banque. Donc c'est une idée qui a ses bons côtés, parce que, bah, voilà, au moins tu vois les trucs, c'est aussi complètement transparent, quoi, quelque part. Mais il y a aussi ses écueils, parce que pour l'instant, c'est difficile d'anticiper déjà combien raisonnablement un internaute moyen pourrait gagner, comme ça chaque mois, par Mmh. exemple. Sans doute peu, hein. Mais donc du coup, est-ce que ça vaudrait le coup de renoncer à une partie de sa vie privée pour ça? Pour 5 balles, je suis Et pas sûr, ouais. bah, si c'est 5 balles déjà, c'est pas mal. Et d'ailleurs, bah, évidemment, le truc immédiat et évident, c'est que l'argent entre en jeu, ça amène inévitablement une injustice fondamentale. Ah oui. Parce que les plus pauvres seront les premiers à renoncer à leur vie privée parce qu'ils ont besoin d'argent, alors que les plus riches, 5 balles, ils s'en foutent et donc, bah, ils ne vendront rien du tout, Mmh. ils pourront conserver leur vie privée. Et de l'autre côté de l'autre côté, du côté des boîtes, hein, c'est-à-dire du côté des boîtes privées, quoi, qui vont utiliser ces données, bah, il y a aussi un souci parce que du coup, cette monétisation que ça va donner, est-ce que ça va faire monter le prix des données? Si les données deviennent trop chères, bah, ça peut devenir un souci économique majeur pour elles. Alors que la donnée soit bien payée ou pas, il y a quand même des questions qui se posent et puis il reste aussi la question de l'éducation parce que tout est transparent, mais il faut que les gens comprennent vraiment ce qui se passe, comprennent les enjeux et se rendent compte de ce qu'ils font quand ils vendent leurs données quand même. Et ça, dans un pays où une moitié de la population a des problèmes avec la lecture, donc j'imagine, et pas non plus extrêmement à l'aise avec la complexité du monde technologique, c'est une question lourde, hein, quand même, hein. Donc c'est une transition conceptuelle importante et c'est assez intéressant finalement comme idée, mais ça pose aussi pas mal de questions. Donc bon, je sais pas, moi perso, je serais pas forcément à l'aise de vendre mes données à des boîtes à des boîtes que je connais même pas finalement, parce que ça Mmh. pourrait être, ouais, il pourrait y avoir des courtiers probablement qui s'en occupent, donc tu sais même pas où elles vont, donc je serais pas à l'aise. Après, voilà, moi aussi, si c'est 5 balles, bah, non quoi, tu vois? Mmh. Mais tout le monde est pas comme ça. Non, bien sûr. J'ai du mal, je dois dire, à visualiser le parcours, de vente de tes données, tu vois? Est-ce que tu reçois un mail, tu cliques dessus si tu vends, si tu vends pas? Est-ce que tu peux le vendre plusieurs fois à plusieurs acteurs? J'imagine que oui. Effectivement, le montant, c'est pas très clair. C'est intéressant, en tout cas, de suivre, cette démarche parce qu'elle est, originale, même si c'est pas la première fois qu'elle est réfléchie au Brésil, elle a été réfléchie ailleurs. Mais enfin là, c'est une vraie concrétisation, et puis, bah, ça nous fera un terrain d'expérimentation, grandeur nature. Merci à vous, chers Brésiliens et chères Brésiliennes, de vous prêter à l'exercice. En attendant, on le voit bien, il y a des fonctionnements qui se cherchent et puis on est en train d'étudier comment ça fonctionne au quotidien dans notre société avec ces grands services. Et on peut légitimement se demander, surtout que tu nous as trouvé un article parfait pour ça, Guillaume, et un cas d'actualité parfait pour s'interroger à ce sujet, est-ce que finalement la nature même des algorithmes sur ces services en ligne n'est pas problématique plus que les services eux-mêmes? Bah, c'est un sujet dont on a déjà parlé en fait et qui revient périodiquement, jusqu'ici sans que ça aboutisse à rien, mais bon, ça revient là simplement. Les grandes plateformes sont-elles des produits défectueux et dangereux? La question est posée à nouveau par Everytown for Gun Safety et pour à peu près, enfin, qui concerne, je veux dire, la question concerne à peu près tout le monde. C'est-à-dire de Meta à Fortune, en passant par Discord et Snap, voilà, elle accuse tout le monde, quoi, quelque part. Alors, c'est une association qui affirme que, elles ont une responsabilité, ces plateformes, dans la radicalisation de Peyton Gendron, ou Gendron, je ne sais pas exactement, qui est responsable d'une fusillade en 2022 où 10 personnes ont été tuées. Donc c'est un crime qui est ouvertement raciste, hein, inspiré par d'autres massacres du même type. Le mec avait streamé sa performance sur Twitch et puis il a publié un long message explicatif sur Discord où il explique qu'il a été radicalisé par des groupes et des mêmes racistes. Tout est très clair, hein.
D'ailleurs, il a tout avoué à son procès, hein, pour lequel il a plaidé coupable. Il était particulièrement paniqué par l'idée du génocide blanc, tu sais, si cher à Elon Musk et Trump là. Parce que ces théories farfelues, bah oui, ça a des conséquences dramatiques. Donc en 2023, Everytown a lancé plusieurs procédures contre les marchands d'armes et contre les plateformes qui s'étaient défendues avec, bah, vous imaginez bien, la section 230. C'est habituel, les plateformes ne peuvent pas être tenues pour responsables de ce que postent leurs utilisateurs. Bon, ok. L'argument pour contourner ça, c'est de dire qu'on n'attaque pas le contenu, mais la manière dont le contenu est fourni. On attaque l'algo. Après tout, les plateformes fournissent des produits qui sont par ailleurs protégés par plein de brevets, hein, donc ça milite pour le fait que bah, c'est des produits vraiment qui sont protégés par des propriétés intellectuelles, et ces produits ne sont pas adéquats en termes de sécurité vis-à-vis du public. Comme un jouet en plastique pourri de bisphénol, voilà, ou un micro-ondes qui t'irradie la gueule quand tu fais chauffer une pizza, voilà, c'est des trucs défectueux. Mais les algos, c'est pareil. En l'arrosant de contenu extrême et toxique après 4 clics, hein, bah, ils ont, donc ce qui est défectueux, bah, voilà, ils ont radicalisé quelqu'un. Alors vous me direz sans doute, attentifs auditeurs, que Discord n'a pas d'algorithme, ni 4chan d'ailleurs, Mmh. mais une 4chan d'ailleurs n'a même pas de gestion de compte. Tout le Mmh. monde y est anonyme, et justement d'ailleurs c'est ce qui est pointé, c'est que 4chan encourage par l'anonymat complet, les comportements les plus extrêmes. Et les plateformes comme Twitch par exemple, hein, pourraient implémenter des mesures de sécurité. Elles pourraient par exemple ne pas proposer de direct tout simplement, ou implémenter des délais, voilà, des délais qui permettraient bah, de mieux faire le tri, parce que là on n'a pas le temps de contrôler quoi que ce soit avec le direct, hein, on avait déjà parlé de tout ça. Mais toutes ces mesures, qui sont des mesures possibles, hein, tout à fait envisageables, toutes ces plateformes ne le font pas, parce que leur design, c'est pas fait pour la sécurité, c'est fait pour l'engagement. Fait pour que les gens y passent le plus de temps possible. C'est l'argument de l'association. On peut faire plus sûr, c'est possible, mais elles ne veulent pas le faire. Le contenu est rendu addictif par des algorithmes mal conçus. D'un certain point de vue, évidemment, pas du point de vue du chiffre d'affaires, parce que du point de vue du chiffre d'affaires, c'est très bien conçu. Alors bien sûr, selon Meta, c'est n'importe quoi, mais leur défense est quand même pas mal tirée par les poils des dessous de bras, quoi. Vous voyez plutôt, un algorithme n'est pas un produit, parce que légalement parlant, hein, bah, c'est un service qui change en fonction de l'utilisateur. L'algorithme a influencé le tueur, c'est vrai, mais le tueur a influencé l'algorithme. Et effectivement, parce que s'il avait cherché des contenus d'horticulture au début, le tueur, là, bah, il serait peut-être pas tombé sur des mêmes racistes. Enfin, sur X peut-être, hein, je sais pas. Faut essayer, ça pourrait être intéressant, mais bon, Pour on arriver, ouais. pourrait imaginer que voilà. En fait, jusqu'à présent, les attaques contre les plateformes ont échoué, mais à chaque fois, il faut une interprétation. À chaque fois, tu as l'impression qu'il y a une interprétation de la loi qui est un peu différente et tout. En 2023, Instagram a gagné par la 230 parce qu'on ne pouvait pas la tenir responsable de transmettre un contenu qu'un utilisateur a écrit. Mais l'an dernier, il y a une cour d'appel qui a décidé que TikTok n'était pas couvert par la 230 pour proposer des challenges dangereux à des gamins. Elle a conclu que l'algo constituait la décision de TikTok, son expression à lui, et pas l'expression d'autres pour laquelle il aurait été protégé. C'est un jugement qui est largement controversé chez les juristes, mais qui ouvre la porte à toutes les fenêtres, hein, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, la 230 soit révisée. Ça fait 10 ans que les politiques en parlent, du coup, ça fait 10 ans qu'on en parle. Bon, rendez-vous dans 10 ans, peut-être, je sais pas, on continuera à en parler, mais bon, pas de sujet intéressant. Tant que les politiques n'auront pas définitivement clos ce type de sujet et qu'il n'y aura pas eu des arbitrages et des décisions avec des constats forts de prix, on continuera d'en parler. Nous aussi, effectivement. Allez, l'Allemagne qui, décidément, n'attend pas de se cacher derrière la puissance du collectif de l'Union européenne, voudrait instaurer une taxe sur le numérique. C'est pas les seuls, hein, Guillaume, ça a été fait ailleurs, pas très loin de chez Oui, nous. oui, bah, ça a été fait ici, hein, petite news, hein, oui, pour mentionner que le chancelier allemand Friedrich Merz considère sérieusement l'idée de mettre une taxe de 10% sur les grosses boîtes, comme Google ou Meta, et 10% de quoi? Eh beh, je sais pas, voilà, je sais pas, j'ai pas trouvé. C'est sur les bénéfices ou c'est sur le chiffre d'affaires? Je ne sais pas, Mmh. parce que notre propre taxe GAFA, c'est sur le chiffre d'affaires, ce qui est d'ailleurs assez discutable économiquement, mais bon. Mmh. Donc là, je sais pas. C'est pas précisé par Reuters. Le ministère de la Culture a dit, je cite, en traduisant, enfin, en traduisant librement, ces entreprises réalisent des milliards de chiffres d'affaires avec des marges de malades et profitent de tout ce qu'on a fait de cool dans le pays, de nos super infrastructures. En retour, quoi? Que dalle. Elles payent pratiquement pas d'impôts, elles investissent à peine, c'est des vautours. Bon, bah, c'est la substance qu'il a dit, hein. Mmh. Franchement, je dis bravo parce qu'il a pas peur, Friedrich, hein, de hasarder comme ça 10% de taxes sur les plus grosses boîtes américaines avant de partir aux États-Unis, parce qu'il a un voyage prévu. Ah oui, c'est ça, C'est de pas le encore dire annoncé avant, c'est officiellement. compliqué quand même. Ouais, c'est bon, voilà. Alors, parce que là, bon, bah, là, de toute façon, c'est le bordel. On est censé être en pause, en négociation avec les États-Unis, mais bon, un peu tout le monde est censé être en négociation, même la Chine, hein. Bon, ce qui la concerne, ça pourrait aller assez vite les négociations, parce que manifestement, elle veut pas lâcher sur les terres rares, et Trump accumule les signes de mauvaise volonté, hein. Il a révoqué des visas pour les étudiants chinois, suspension des licences d'exportation, interdiction d'export de puces pour Nvidia, nouvelle boîte blacklistée. Bon, franchement, ça part pas super du tout, cette histoire de négociation US-Chine. Et pourtant, une bonne nouvelle, on pourrait dire, il y a une cour de justice qui vient de confirmer que Trump n'avait pas le droit de mettre des droits de douane, en fait, comme ça à l'arrache, ce qui est C'est vrai plutôt que c'est bon pour fou nous. ça, Mais c'est est-ce quand que même ça va durer? déroutant.
Ah, mais c'est un truc de malade. Bah, on peut embrayer là-dessus si tu veux, Ouais, hein, ouais, ouais, allons-y parce que c'est vrai que ça reste quand même le truc complètement dingue, c'est de se dire que ce sujet de taxes douanières dont on parle depuis le début de l'année avec l'arrivée de Trump, on est même à ce stade-là, au mois de juin 2025, en train de se demander est-ce qu'il pouvait vraiment le faire? C'est quand même dingue, Guillaume. C'est quand même dingue. En fait, non, mais il s'en fout. La cour fédérale c'est la Cour fédérale du commerce international qui a jugé mercredi dernier, hein, que les droits de douane imposés par Trump étaient illégaux. En tout cas, ceux imposés contre le trafic de drogue ou en représailles un déficit sur la balance commerciale, c'est-à-dire tout ce qu'il a annoncé, le fameux Liberation Day, tu sais, le fameux jour avec sa liste. Techniquement, Trump avait utilisé un mécanisme, hein, qui s'appelle le International Emergency Economic Powers Act pour déclarer une sorte d'état d'urgence et décider tout seul de mettre les tarifs qu'il veut. Ce qui avait été jugé inconstitutionnel par 3 juges fédéraux, dont un nommé par Trump lui-même d'ailleurs, ce qui est cocasse. Et c'est tout simplement parce que, il y a pas de vraie menace, en fait, il y a pas de truc critique et extraordinaire, il y a pas d'urgence nationale, quoi. Donc c'est fini. Est-ce que c'est fini? En fait, on ne sait pas et probablement pas. Parce que déjà, je ne sais pas si les 10% supplémentaires sont concernés ou pas, d'ailleurs probablement, mais bon, je ne sais plus. Parce qu'il avait mis XXX% à n'importe qui, n'importe comment, et après il y avait 10%, bon, je ne sais pas. De toute façon, Trump a déjà fait appel, et l'argument, c'est que la Cour ne peut pas décider ce qui constitue une urgence nationale. Mhm. Bon, du jour au lendemain, il a décidé qu'il y a une urgence nationale, voilà, il a décidé, peut-être que ça en est une, on ne sait pas. Bon. C'est vrai que la définition d'urgence nationale, malheureusement, c'est un C'est peu flou difficile. pour Seul le arbitrer. Congrès, a priori, peut décider Ouais. si c'en est ou pas. Et le Congrès est à majorité républicaine, donc il passe n'importe quelle merde. Hein, il suffit de voir le dernier budget qu'ils ont voté. On n'est donc pas sorti du lisier, loin de là. La Maison-Blanche a été très claire d'ailleurs. Elle va utiliser tous les moyens possibles pour mettre à jour son projet stupide. Mais bon, tu connais la réplique de Tonton Flingueur, hein, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, les juges ont rendu leur verdict, hein, sur une procédure lancée par des Américains, parce que en fait, les juges là, qui ont donc affirmé que c'était illégal, c'était un procès fait par des Américains eux-mêmes. Hein, ils n'ont pas sorti ça parce qu'ils s'ennuyaient, quoi. Il y a un collectif d'entreprises et d'États qui ont attaqué à cause de dommages économiques qu'ils subissent ou qu'ils subiront à cause de ces tarifs. Et eux, évidemment, ils sont très contents. Il y a un répit temporaire pour un peu tout le monde, mais ça n'enlève rien à l'incertitude qui règne. Et ça, l'économie, elle n'aime pas. Il y a un sondage du Forum économique mondial qui est assez clair là-dessus. Hein. Les économistes interrogés sont préoccupés par 2 sujets en gros. Trump et ses tarifs et l'IA. L'incertitude économique, elle est plus haute aujourd'hui qu'elle n'était pendant la pandémie, quoi. Et c'est à cause du Waouh! commerce Ah ouais, international et des c'est dingue tarifs. ça. OK, j'avais pas ça en tête cette comparaison. OK. Non, on est clairement en crise. Tout Mmh. le monde est d'accord pour Mmh. dire que Trump va tout casser, perturber significativement l'économie mondiale et causer un changement profond et à long terme. Donc la pause est bienvenue, mais résout rien. La crédibilité des US souffre énormément, hein, sa fiabilité est remise en question et le pays va en souffrir. 78% des économistes pensent que la croissance du pays sera faible ou très faible, 79% qu'il y aura une forte inflation. À côté de ça, les tensions internationales sont à un plus haut historique, les dépenses de défense explosent et c'est pas le moment. Parce que ces dépenses, elles vont pomper du fric dont on aura besoin ailleurs pour les infrastructures, pour l'énergie. L'énergie que l'IA avale goulûment d'ailleurs, hein, et cette IA qui est elle-même une source d'inquiétude et de changement structurel sur le long terme et un facteur de volatilité supplémentaire. Son impact économique pourrait être assez sensible. La moitié des répondants pensent qu'il y aura des pertes d'emplois dues à l'IA. La plupart pensent qu'elle sera utilisée pour automatiser des tâches. Bon, et une bonne moitié qu'elle constitue une menace aussi pour la stabilité mondiale à cause de l'infox et de la concentration des pouvoirs économiques, puisque évidemment, hein, ceux qui maîtrisent l'IA maîtrisent énormément de choses. Bon, c'est l'avis des économiques du Forum économique mondial, des économistes du Forum économique mondial. Tu as identifié, hein, les 2 gros sujets d'inquiétude, c'est la crise, économique et de l'autre côté, l'arrivée de l'IA. Alors parlons-en parce que bien souvent, et c'est une des premières choses qu'on a abordées quand on a vu, tout ce que les IA pouvaient faire, c'est, à quel point ça allait remplacer, les jobs, qu'on a, eu l'habitude de connaître ces dernières années, ces dernières décennies peut-être, ces dernières années. On en parle toujours au futur en fait. On se dit peut-être à telle échéance, les IA vont remplacer le travail et cetera. Et si on commençait peut-être à identifier ce qui se passe dès aujourd'hui? Et oui, on sait, ça va très très vite, hein, les IA, et peut-être qu'on mesure déjà les premiers effets dès maintenant, Guillaume. Ouais, c'est vrai que pour illustrer un petit peu cette thématique, il y a 2 articles assez intéressants qui sont parus la semaine dernière. Très Il y en intéressant. a un sur The Economic Times et un sur The Guardian. Celui Guardian regroupe des témoignages de gens qui se sont littéralement fait remplacer. Et Mmh. oui, le grand remplacement, il arrive, ça y est.
énormément de gens pourraient se faire virer par les IA. Comme exemple, on a un journaliste polonais, une illustratrice indonésienne, une rédactrice anglaise, un doubleur américain et un designer anglais. Pas encore Ce de qui montre podcasteur sur la tech en France. J'en ai pas pas. encore, mais en tout cas, ça montre que le phénomène est mondial, hein, Ouais. c'est ça le but. La rédactrice, par exemple, écrivait sur du jardinage, et puis un jour, on l'a encouragée à utiliser ChatGPT, en lui assurant que non, mais t'inquiète, c'est bon, tout ton boulot, il a rien à craindre. 6 semaines plus tard, elle était dehors, hein, juste avant Noël. Vache. Pour le doubleur aussi, ça a été progressif. Son producteur a utilisé des échantillons de sa voix pour un logiciel qui utiliserait un appoint, comme ça, pour quelques lignes. Mais il l'a fait sans rien lui dire. Et puis, il a autorisé d'autres producteurs à y accéder. Bon, donc, le mec a demandé, et puis il a fini par obtenir, hein, que sa voix soit retirée. Mais il connaît personnellement d'autres collègues qui ont perdu leur boulot, quoi. Ils se sont, parce que bon, ils sont pas payés quand leur voix est utilisée, et puis bah, finalement, on n'a plus besoin d'eux. Pour le designer, ça a été plus vite, hein, parce qu'un jour, on lui a dit qu'on n'avait plus besoin de lui parce qu'on avait découvert Midjourney, quoi, globalement. Il a fait une vidéo YouTube pour décrire son expérience. Il a pu constater à cette occasion à quel point il n'était pas seul dans ce cas. L'indonésienne, elle avait vu venir ça depuis des mois, hein, puisqu'elle avait bien suivi le tout début de Ah Midjourney, et ouais. puis elle s'est dit: «Oh là là, c'est mort», je cite presque. Et effectivement, elle a 3 fois moins de contrats qu'avant maintenant, et elle se reconvertit petit à petit dans le cosplay sur mesure. L'article du Economic Times, lui, s'inquiète des jeunes diplômés en particulier, parce que c'est sans doute les plus vulnérables au remplacement. En tout cas pour le moment, parce qu'ils sont inexpérimentés, et puis souvent ils sont pris, c'est normal, hein, pour des boulots qui sont un peu plus subalternes, un peu moins complexes et qui nécessitent moins d'expertise, et qui donc sont les plus facilement automatisables par les IA du moment. Donc le chômage des jeunes diplômés est inhabituellement élevé en ce moment. Il est à 5,8%, et la Banque fédérale de New York a alerté sur une détérioration de l'emploi de cette catégorie de travailleurs, ce qui est confirmé par une étude d'Oxford. Les domaines techniques comme la finance ou la tech, hein, sont les plus touchés, hein. Le journaliste pointe aussi un nombre toujours croissant de témoignages en ce sens. Donc il y a des témoignages, alors bien sûr, comme l'autre article, c'est les témoignages, on pourrait vous dire que c'est des anecdotes, il n'y a pas une étude statistique de grande ampleur qu'on peut mettre, voilà, qu'on peut présenter pour le moment, hein, mais néanmoins, il commence à se décider, ce qui sera peut-être le futur assez préoccupant pour les jeunes, et à terme peut-être même pour les moins jeunes. Parce que par exemple, un cadre d'une boîte tech affirmait aux journalistes de l'Economic Times, donc, que sa boîte avait arrêté d'embaucher des ingénieurs qui avaient moins de 3 à 7 ans d'expérience. Ça, c'est en l'état actuel des IA. Quand on Hmm. sera en Claude 6 ou Claude 7 ou à Jules 3, ils embaucheront qui? Les moins de 15, ils embaucheront pas moins de 15 ans d'expérience? Alors voilà quoi, la solution, c'est de former directement des jeunes avec 7 ans d'expérience, quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent les universités, les écoles là? Voilà, formez Bougez-vous. vos jeunes avec de l'expérience, merde. Oh. C'est évidemment, hein, si les jeunes recrues sont de moins en moins utiles, on investira aussi toujours moins dans la formation au sein même des entreprises. Tu vois, on n'aura pas Ouais. envie de tenir la main à des jeunes, voilà, pendant quelques temps pour les former, parce que bah, de toute façon, l'IA elle Hmm. fait tout, quoi, tu vois. Donc c'est préoccupant. Écoute Guillaume, on vient de parler des intelligences artificielles qui commencent déjà à remplacer des métiers, je le disais en rigolant, mais au-delà du fait que c'est un futur qui soulève plein de questions, on peut se demander si ça pourrait pas être le cas pour des podcasts demain. Alors, du coup, moi j'ai un message à faire passer, tu vois, c'est le moment tout trouvé, parce que si vous aimez Tech Café pour ce qu'on est, pour notre authenticité, notre humanité, et puis parce que vous appréciez le fait d'avoir des vraies voix humaines, enfin je pense en tout cas en partie, enfin bon bref, humaines, passionnées et informées, c'est sûr. Le moyen le plus concret et efficace de préserver ça, c'est de nous rejoindre sur Patreon. Vous pouvez vous abonner à partir de 6 € par mois sur patreon.com/techcafé. Donc là, en faisant ça, hein, vous garantissez directement la continuité du podcast tel que vous l'écoutez aujourd'hui. Et puis vous profitez en échange d'un flux RSS privé que vous pouvez ajouter dans votre application de podcast, celle que vous utilisez habituellement, et ce flux il vous permet d'écouter les épisodes sans la publicité pour la meilleure expérience qui soit de consommation de Tech Café. Et puis au passage d'ailleurs sur Patreon vous pouvez aussi vous abonner gratuitement, donc il n'y a pas la contrepartie du flux privé sans la pub, mais vous avez quelques infos en coulisses et quelques infos exclusives. Donc je vous invite là pendant que vous écoutez ce podcast à faire pause, ou même vous pouvez le faire pendant que vous nous écoutez, je pense que c'est tout à fait possible de lancer votre navigateur sur patreon.com/techcafé. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup de l'envisager. Et puis au passage, hein, si jamais vous avez peut-être pas envie, pas le temps là de le faire parce que vous voulez être concentré à 100% sur ce qu'on vous raconte sur l'actualité des nouvelles technologies, vous pouvez aussi rajouter une tâche dans votre app de to-do list, que ce soit Todoist, que ce soit votre carnet papier, que ce soit l'application Rappel sur iOS, quelle que soit votre application de to-do list, vous pouvez mettre un petit message, soutenir
Tech Café sur patreon.com/techcafé. J'en profite aussi pour vous dire que si vous êtes absolument allergique à la plateforme Patreon, que vous cherchez au plus possible d'éviter les plateformes américaines, il y a un nouveau dispositif qui se met doucement en place. C'est un dispositif qui est mis en place grâce à l'hébergeur de Tech Café, grâce à AudioMins, et vous avez un lien qui vous permet de vous abonner à un flux privé, là aussi, sans la pub. Alors, il n'y a pas les autres contreparties des informations. Pour le moment, en tout cas, je vais arriver, je pense, à mixer tout ça. Vous n'avez pas les coulisses, mais au moins, vous avez la satisfaction de soutenir Tech Café avec un flux qui vous permet d'écouter le podcast sans la pub. Toutes les infos sur techcafé.fr. Un petit bouton à côté de Patreon que j'ai rajouté. Je vais enrichir tout ça à l'avenir. Merci évidemment énormément pour votre écoute et puis pour vos précieux soutiens qui rendent ce podcast possible. On continue à parler de la sphère américaine. Il y a un personnage dont on parle pas assez souvent, Guillaume, c'est le ministre là-bas, c'est l'équivalent du ministre, tu vas me le dire, le secrétaire d'État à la santé, c'est ça ? Oui, c'est C'est oui, pas pareil. effectivement, tu te souviens oui, c'est exactement ça. Tu te souviens peut-être, qu'il y avait eu une suspicion sur laquelle la liste des tarifs de Trump avait été écrite par ChatGPT? Absolument, absolument. C'est une thèse Il qui reste avait, très installée dans l'esprit de beaucoup. il avait sorti les mêmes chiffres à ChatGPT, en fait, avec la même formule bidon quand on le promptait, genre, voilà, comment tu taxes les pays pour qu'il y ait plus de déficit, un truc comme ça. C'est pas une Il preuve, mais semble ça permet de poser question quand même. Non, c'est vrai. Mais enfin, il semblerait que la pénurie d'intelligence de ce gouvernement les amène à sous-traiter un petit peu trop le boulot. Parce que cette fois, c'est donc RFK Junior, donc l'équivalent du ministre de la Santé, qui se félicite d'un rapport, le MAHA, pour le Make America Healthy Again. Donc, un rapport qui cite des études qui n'existent pas, malheureusement. C'est un gros rapport quand même, hein, mais voilà, qui est pas sans tâche, quoi, et qui attribue des conclusions aux auteurs qu'ils n'ont pas faites. Les auteurs peuvent exister, mais n'avoir jamais collaboré avec tel ou tel autre, hein, n'avoir jamais écrit le papier qu'on leur attribue. Alors, dans un cas, il y a une étude qui affirme que la thérapie par la parole, la parole c'est difficile, est aussi efficace qu'une psychothérapie, mais les auteurs n'ont jamais fait la comparaison. En fait, d'autres fois, on confond les enfants et des étudiants à l'université, c'est pas aussi que le mauvais journal. Alors, qu'est-ce que c'est? L'étude citée comme ça nous chante, ça pourrait être des humains qui détournent les trucs. Inventer de toutes pièces des articles, c'est quand même assez dans les corps de ChatGPT. Il faudrait passer le truc au détecteur, mais c'est pas 100% fiable. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu le débat qu'on avait eu sur cet enseignant qui avait utilisé l'IA qui s'était fait gauler. Sur Discord, il me semble que la conclusion était que finalement, c'est que la qualité compte. C'est la qualité qui compte. Finalement, si tu fais un truc irréprochable et vraiment utile, avec ChatGPT en utilisant un chatbot ou pas, pourquoi pas. Le souci, c'est que ça demande quand même du travail de faire un truc de bonne qualité. Oui. Mais bon, les IA actuelles ne sont pas non plus si performantes que ça. Est-ce que ça pourrait changer, tu vois? On se retrouvera donc avec des problématiques encore plus profondes qu'on vient d'évoquer finalement. Eh ben, c'est pas terminé. On continue parce qu'on parle d'un sujet chaud autour de la gouvernance des États-Unis. Il faut qu'on parle quand même d'un truc qui fait presque, c'est à prendre avec des pincettes, mais office de conclusion à tout un arc scénaristique autour de Elon Musk à la tête de l'État américain, puisque oui, Elon s'en va. C'est ça, Guillaume? Est-ce que quoi, on débouche le champagne, on s'inquiète pour l'avenir? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Elon a quitté la Maison-Blanche, enfin officiellement, en tout cas publiquement. Son mandat de chef du Doge se termine. Alors, il était censé rester que 130 jours de toute façon, mais la surprise, c'est qu'il respecte sa parole, en fait. Trump lui a tellement passé la brosse à reluire que les lunettes de soleil étaient obligatoires à la conférence de presse. Je pense que le journaliste a perdu la vue s'il les a oubliées. Donc, sans surprise, l'autocongratulation était de mise, alors que le Doge fut une catastrophe intersidérale. Jusqu'à présent, il n'a économisé finalement qu'une petite fraction de ce que le budget de Trump va rajouter à la dette du pays. N'oublions pas qu'il voulait économiser 2000 milliards, puis 1000, puis 150. Et là, sur le site, il dit 175. Comme ça, ils peuvent dire ils ont encore dépassé leurs objectifs. C'est absolument obligatoire de dire que tu as dépassé tes objectifs dans une communication d'entreprise réussie, n'est-ce pas? Évidemment, c'est important. Ce chiffre de 175 étant complètement déclaratif, les dommages qui ont été provoqués par le Doge, par contre, et qui le sont encore, et qui le seront encore dans les années à venir, sont eux-mêmes très difficiles à quantifier, mais les Américains vont avoir le temps d'en déguster les résultats à loisir. Le passage de Musk à la Maison-Blanche a été une totale catastrophe aussi pour lui-même. Il s'est fait des ennemis de tous les côtés. Non seulement les gauchistes, évidemment, forcément, les démocrates, oh là là, les républicains modérés aussi, mais aussi les populistes pur jus. Et oui, puisque les MAGA originaux, ils sont pas dans son camp, en fait. Et le camp des oligarques tech, ce sont devenus des ennemis à abattre pour les MAGA. Le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, d'ailleurs, l'a insulté en public le mois dernier. Elon s'est opposé à la guerre commerciale frontalement de Trump en se fritant avec Peter Navarro, et il a dernièrement déploré le budget voté par le Congrès parce que, oui, il a dit lui-même, ça va encore creuser la dette et donc un peu niquer son travail du Doge, finalement. Et donc, on peut se demander à quel point Musk ne s'est pas simplement fait lourder, tout simplement,
du gouvernement, quoi. Mmh. L'opinion publique dans le monde entier n'est plus aussi amoureuse d'Elon qu'avant, hein. Il en est passé de Tony Stark à Joe le nazi. Ça a C'est été une exactement cata ça, c'est vrai. ça a été une cata pour les ventes, Ouais. d'un petit peu tout, hein, mais bon, de Tesla évidemment. Wall Street a sauvé X du désastre financier avec ce tour de passe-passe via XAI, mais Tesla, il va avoir du mal à s'en remettre. Alors pour redevenir, Tony Stark, Elon, il doit prendre ses distances et Mmh. recommencer à enfumer son monde avec l'espace, les robots, les K2000 pour tout le monde. Mmh. Et il est reparti. Bon, on va en reparler, juste après, hein, il est reparti comme en 40, hein, mais bon, il va garder un pied près du pouvoir, bien sûr. Parce que ça peut être utile et on l'a vu d'ailleurs, selon Bloomberg, faire du lobbying, pour les voitures autonomes. Dans le cadre d'une future loi qui s'appelle le Autonomous Vehicle Acceleration Act, c'est sans doute pour que cette loi soit plutôt chill sur l'absence de volant et de pédales, hein, ou des trucs qui ressemblent à ce que va être le cybercab, quoi, globalement. Elon Musk, là, qui est encore dans le gros de l'actualité, même encore aujourd'hui, hein, puisque bon, il prend ses distances sur les sujets politiques. Il y a une interview, il a créé un petit malaise puisqu'il était interviewé sur des sujets politiques. Il a dit: «Oh, je pense qu'on ne devrait pas parler de politique, hein, parlons plutôt des voitures et des fusées, c'est plus intéressant». Je le paraphrase bien entendu, mais là, il cite aussi, on peut le citer aussi avec une réaction qu'il a eue sur le méga projet de loi budgétaire de Donald Trump qu'il qualifie d'abomination répugnante. On sent que ça va être chaud, on peut continuer à faire cuire des pop-corn, hein, chaque jour, Guillaume, Oh, pour suivre cette bien actualité. sûr. On continue avec le futur boss de la NASA qui avait été nommé. Et puis, avant même qu'il prenne sa fonction, plouf plouf, j'annule ma nomination, j'ai l'impression, Guillaume. Oui, non, mais c'est pas lui, hein, ça on en avait parlé il y a des mois, enfin c'est Trump, oui, je sais pas ce qui enfin si, je sais ce qu'il a pris en fait, mais on avait parlé il y a des mois, et c'était une des seules nominations de Trump qui avait le moindre sens. Parmi le défilé de clowns qui avait été choisi, hein, pour les postes clés, c'est celui de Jared Isaacman. Alors, il était riche, OK, c'était quand même millionnaire, hein, il était proche de Musk, OK, c'est vrai, mais au moins c'était un vrai pro. Voilà, c'était un vrai pilote, il connaît le milieu, il connaît l'espace, il connaît la NASA, il connaît SpaceX, il connaît bien les dossiers. Il est motivé à fond par la conquête spatiale et il était beaucoup plus préoccupé par cette mission que par les idéologies foireuses et les politiques mafieuses. Et c'est pour ça, peut-être, justement, qu'il vient de se faire éjecter. Ce qui est une catastrophe pour la NASA, parce que Jared n'était pas forcément le rêve de tout le monde, hein, mais c'était un choix cohérent et d'ailleurs approuvé par le Sénat à une large majorité. Mais Jared, il n'était pas assez loyal à Trump, hein, c'est tout, c'est justement ça, c'est juste ça, hein, quel enfer est devenu ce pays, quoi. Jared, il avait donné au camp démocrate, hein, historiquement, il était opposé aux coupes budgétaires des départements scientifiques de la NASA, et en gros, il avait évité l'examen de pureté MAGA parce qu'il était proche d'Elon Musk. Et que Elon Musk était la coupe gauche de Trump pendant un petit moment. Mais L'examen de ça, pureté MAGA. c'est fini ça, Elon est parti et Jared, il est pas assez MAGA, voilà. Il était pourtant apprécié de beaucoup de monde dans le milieu, hein, et sans lui, la NASA va se prendre full frontal au moins 25 de coupe budgétaire, au bas mot. Donc autant dire que le SLS, c'est déjà virtuellement mort. Qui va le remplacer? On ne sait pas encore trop, mais il y a un vieux lieutenant de l'Air Force à la retraite qui serait sur les rangs. Lui, il est parfaitement loyal à Trump politiquement et il vient de l'armée. Donc il est sans doute beaucoup moins intéressé par le côté civil du spatial que par son potentiel militaire. Encore un choix formidable, enfin bon, écoute, on verra bien. Ça nous amène tout droit vers la rubrique que tu nous as concoctée, Guillaume, où on va parler des trucs qui volent, hein, grosso modo, enfin plutôt des trucs qui volent et puis aussi des appareils qui avancent aussi, hein. Il n'y a pas que les trucs qui volent, vous allez voir, des technologies autour de la mobilité, du déplacement et du voyage, j'ose le dire. En attendant, pendant qu'on parle d'Elon Musk, il faut qu'on fasse un petit point sur les essais pour Starship. Et pour l'instant, ça crame, hein. Bah, vous l'avez vu passer sans doute, hein, le vol numéro 9 du Starship a pas mal ressemblé au vol numéro 8, hein, il est parti en pluie d'étoiles filantes, très joli, un peu polluant, et puis c'est pas très encourageant. C'est vrai qu'on est habitué maintenant à les voir péter les fusées SpaceX, Hmm. et on sait que ça fait partie du processus, et bon, même depuis le Falcon 9. C'est vrai que si on regarde la mise au point du Falcon 9, pour le coup, il y a eu des ratés aussi, mais la progression semblait quand même plus régulière. Là, c'est quand même plus chaotique. Et c'est aussi parce qu'avec Falcon 9, ils y allaient progressivement. Ils avaient pas essayé de récupérer le booster tout de suite, ça avait pris des années à faire ça. Là, avec Starship, ils veulent tout faire à la fois. Donc, ils veulent une fusée énorme, réutilisable, avec une récupération enfin, disons, élégante, on va dire, de tous les bouts, avec 33 moteurs super puissants qui doivent se mettre en route dans l'espace. Ils doivent mettre tout au point à la fois. Et donc, ça fait d'autant plus de fois l'occasion de couiller, quoi. Et ça se passe, ça couille. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont le feu où je pense, comme ça, chez SpaceX? Parce qu'Elon a besoin de Starship, vraiment, de sa capacité de fret énorme. Il a besoin de ça pour les prochaines Starlink, pour Artemis et pour Mars. Mhm. La capacité de Starship, c'est jusqu'à 200 tonnes par vol à terme, hein. Et donc, ça rend tout ça, tout ce que je viens de dire, beaucoup plus abordable, beaucoup moins cher, hein, ou voire juste réalisable, sinon c'est juste pas possible. Mais donc ce 9e vol n'a pas été inutile, hein, c'est pas un total échec.
Ils ont réutilisé un propulseur, ils ont réussi, hein, celui du vol 7. Donc ça a marché, ça c'est bien. Alors il a marché dans l'ensemble, un des moteurs n'a pas pu se rallumer, mais enfin, dans l'ensemble, ils ont quand même fait une réutilisation, hein, c'est pas mal. La soute du vaisseau s'est pas ouverte non plus dans l'espace, donc il y a les faux satellites qui n'ont pas pu être sortis, pas pu être mis en orbite. Le vol était aussi prévu pour stresser le lanceur, donc c'était un vol difficile. Il y avait moins de protection thermique pour le deuxième étage, et puis il y avait un angle différent, moins facile, hein, pour le retour du premier. Enfin, c'était fait exprès, hein. Il y avait un angle qui était fait pour accroître les frottements, justement, parce que du coup, ça ralentit naturellement l'engin. Malgré ça, il a rempli une partie donc des missions sans problème. Le deuxième étage, qui est donc de seconde génération, a réussi à éteindre ses propulseurs après les avoir mis en route pendant la séparation. On va pas se mentir, c'est pas une franche réussite, mais ça veut pas du tout dire que Starship est foutu et que ça marchera jamais, quoi. Mmh. En fait, c'est difficile parce qu'il faut faire la part des choses entre un pessimisme qui est facilement excessif, parce que quand tu vois tout péter, tout ça à répétition, c'est Mmh. facile. Et bon, il y a aussi d'un côté donc ce pessimisme excessif. Après, il y a les grandes déclarations monstrueuses, super ambitieuses de Musk. Et puis au milieu, bah, il y a le progrès progressif, hein, voilà, vraiment très progressif que font les ingénieurs sur le véhicule, qui est réel. Donc c'est difficile de faire la part des choses des fois. On va, continuer à évidemment, suivre les évolutions autour de Starship et des lanceurs. Alors, on n'est pas exhaustif dans notre couverture de la conquête spatiale, mais enfin ces grands sujets, vous savez qu'on ne vous les fait pas rater et donc c'est une raison de plus pour laquelle vous devez vous abonner à Tech Café si c'est pas encore le cas. Et puis on a aussi les projets de la conquête spatiale concrets, Guillaume. On nous relance là les sujets, les projets, mais j'ai l'impression que la date pourrait être un peu trop proche quand même, parce qu'on parle d'un voyage pour Mars pour très bientôt, Guillaume, très très Très, bientôt. très bientôt. Bah oui, puisqu'on y est, hein, Musk est reparti comme en 40 vers Mars. Ça y est, c'est l'objectif le plus pressé. Il a fait une présentation à SpaceX, hein, à la lui, quoi, voilà, avec une base lunaire, vraiment une base martienne. Dès 2026, on va aller sur Mars avec des Optimus qui vont explorer la planète. Alors ça fait des jolis slides de présentation, ça c'est sûr. En 2028, il y a des Starships qui livreront de quoi faire des bases martiennes. C'est facile d'ailleurs, hein, faut arrêter quoi, j'en fais 10 lancers par jour à 200 tonnes par lancer, voire plus. Bah, ça fait potentiellement 1,5 million de tonnes en orbite, hein, par fenêtre de transfert. C'est 250 000 tonnes que tu peux aller que tu peux faire aller sur Mars à la fin de la fenêtre, quoi. C'est faisable. De quoi faire construire pas mal de trucs, hop, non, par des Optimus, par des robots, pour avoir une bonne petite base cosy. Il faut être cosy parce qu'il fait frais quand même sur Mars. Alors, la fenêtre dont je parle, c'est la fenêtre pendant laquelle Mars est la moins loin de la Terre. Mhm. Donc il y a une fenêtre, il y a une, voilà, en fait, on lance à peu près tous les 2 ans et tous les 2 ans et 2 mois, parce que bah, c'est là que c'est le plus court, quoi. Et ça arrive l'an prochain, ça arrive fin 2026. C'est pour ça qu'ils ont la pression aussi avec Starship. Si c'est pas prêt d'ici là, bah après c'est fin 2028, début 2029. Donc tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai décrit jusque-là, c'est pas moi, hein, c'est juste ce qu'il y a dans la présentation faite par Musk, vraiment à SpaceX. Alors il parle des trucs voilà, normaux, il parle des Raptor 3, il compare les générations de Starship, la prochaine fera 124 mètres et à terme elles feront 142 mètres les Starship. Il montre aussi la charge utile qui va croître énormément dans les années à venir, puisque en 2026 ce serait 10 tonnes seulement, mais ça pourrait monter pour lui, hein, jusqu'à 300 tonnes en 2033, en passant par 75 tonnes déjà en 2028. Et c'est explicite dans toute la présentation, hein, Mars est un objectif 2026. Et en 2028, on envoie des gens. Des habitats pérennes, d'ailleurs, C'est seraient fou. construits dès 2030. Mm. Les ressources martiennes seraient exploitées dès 2033, Ah c'est-à-dire bah dans moins de allons-y. 10 ans. C'est Mm. incroyable, hein. Mm. Alors, je dis pas que ça arrivera jamais, je sais pas, mais c'est vrai que les Ouais. délais semblent quand même un peu justes. Je pense que ça me fait juste. Voilà, ça leur fait juste. Mais bon, déjà, Starship, il n'a pas encore testé la moindre composante pour envoyer des gens en orbite. Il n'y a rien, il n'y a aucun astronaute qui est prévu dans un Starship pendant un bon moment. Mhm. Déjà qu'il pète 3 fois sur 4, on imagine quoi, Mm. c'est pas la priorité. Donc aller sur Mars avec une mission robotique en fin d'année prochaine, c'est déjà très ambitieux. Seulement 2 ans plus tard, non seulement il faudra un système de survie pour pour les gens qui vont en orbite quoi, comme je sais pas dans les Falcon, tout ça, mais et déjà là tout reste à faire, hein, mais il va envoyer des gens sur Mars, donc il faut qu'ils survivent, pas juste en orbite, il faut qu'ils survivent pendant des mois dans l'espace et qu'ils reviennent, si possible autrement que morts de faim, de froid, étouffés ou sous forme de lasagne avec des cheveux. Et ça, comment dire, non seulement c'est pas fait, mais ça n'a jamais été fait. Donc d'ici 3 ans, envoyer des humains sur Mars dans un Starship, bon, je mettrais pas ma main à couper, quoi. Non, Et, ouais. et d'ici 5 ans, non plus. Quant à la faisabilité économique de tout ça, ben, on ne se pose pas la question. Alors que quand même, c'est une question, parce que dans le projet, Musk prévoit 5 lancers l'an prochain, 20 l'année suivante, 100 à l'horizon 2030, voire 500 en 2033. Alors je veux bien que Starships, du coup, ben, je dirais que c'est moins cher qu'un SLS, hein, c'est réutilisable, c'est super. Ça fait pas trop cher à la tonne, mais quand même, qui va payer pour ces centaines de lancers, tout ce matos? Ouais.
Parce Mmh. que, oui, OK, il y a des gens qui pourront investir, tout ça, c'est l'avenir, machin, mais après, il y a un retour sur investissement qui est espéré. Aller sur Mars pour une mission scientifique, c'est super, mais à l'échelle industrielle, comme Musk l'envisage, il faut une viabilité économique. C'est Mmh. quoi la viabilité économique? Tu vas ramener quoi? Bon, alors c'est Elon, hein, voilà, donc ça fait rêver, mais ça reste de la science-fiction. Alors oui, la science rejoindra peut-être cette fiction, peut-être bien, hein, mais à quelle échelle de temps? Pas clair du tout, hein. Sans compter au passage, hein, il faut quoi? Il faut 6-9 mois, hein, pour aller sur Mars, si je dis pas de bêtises, avec une fusée un peu standard qu'on imaginerait, aujourd'hui. Donc ça veut dire quand même que, allez, dans un an, faut qu'il y ait un truc qui se lance, ou alors peut-être que ça décolle fin 2026, je sais pas. Bon écoute, on verra si les, plannings annoncés par Elon Musk pour, aller sur Mars, sont aussi, respectés que les plannings, qui concernent la conduite, autonome des Tesla. Alors justement, pendant que je parle de conduite autonome, on peut plus largement parler de l'industrie, des véhicules électriques. Et alors aux États-Unis, il y a un revirement, alors que moi j'aurais pas du tout anticipé. Seule l'arrivée d'un Donald Trump à la présidence pouvait autant faire un virage, et c'est le cas de le dire, à 180 degrés sur, les progrès des véhicules électriques aux États-Unis, Guillaume. Ouais, bon, 120, c'est déjà bien assez Ouais, pour déjà partir d'un 120, c'est pas procès. mal déjà. Tu pars déjà bien bien comme il faut C'est dans le vrai. décor et c'est vrai que bon, l'idylle Musk-Trump, bon, ça a toujours été fragile, hein, contre nature, ce genre de Ouais. truc, mais vous vous souvenez sans doute du numéro de VRP de Tesla, de Trump, hein, devant la Maison Blanche, donc on se disait: «Bon, on sait pas trop ce qu'il a changé». Bon, il a passé sa campagne à taper sur la voiture électrique en général, et ben, en fait, son administration n'a pas changé d'avis. Les magas sont toujours farouchement contre et ça se voit. Le détricotage du minutieux de tout ce qu'a fait Biden se poursuit. Les 7 500 $ de crédit d'impôt, vous oubliez les subventions industrielles, tout avantage que pouvait avoir une boîte qui ramenait un élément de la chaîne de production de l'électrique dans le pays, ça va partir. Enfin, c'est prévu que ça parte. Et puis les États qui tentent de pénaliser les voitures thermiques d'une manière ou d'une autre, ils sont aussi dans le viseur. Donc la Californie, évidemment, en tête. Mais la Californie, d'ailleurs, voulait 35 de véhicules électriques en 2026. Et ça stimulait fortement le marché. C'était une dynamique qui va être complètement écrasée. Et bah, c'est tout le secteur avec qui va être écrasé, hein. Le secteur automobile entier va en souffrir. Il n'y a pas que Tesla. Tesla, évidemment, c'est concerne en premier puisqu'il fait que de l'électrique. Mais tout le secteur automobile s'est organisé depuis des années Ah pour oui. faire une transition vers l'électrique, hein, Mmh. et Les c'était usines changent majeur comme pour ça. mouvement. Mmh. C'était énorme. Et là, du jour au lendemain, pof, le marché risque de s'effondrer. Les constructeurs vont devoir donc tout réadapter, encore une fois, et sans aucune visibilité, hein, au-delà de quelques années, parce que qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? Aucune idée. Donc ils sont les jouets d'élections successives et économiquement, c'est une catastrophe. Ça va certainement pas les encourager à être proactifs, hein, et tout ça, ça va handicaper énormément les Américains à l'international. Parce que le champ est laissé libre aux autres, hein, et aux Chinois en particulier, parce que eux, pour le coup, les Chinois, ils sont dans le peu à long terme, et la voiture électrique, ils sont à fond dedans. Donc s'il y en a Ah oui. qui pivotent, bah, les Chinois vont tout inonder de toute façon, ça Mmh. c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ah bon, évidemment, il y a l'écologie, mais je Mmh. le mentionne pas parce que tout le monde s'en fout. C'est C'est pas devenu un la base, sujet. hein. Aux États-Unis, tout le monde s'en fout, et Mmh. ici aussi, tout le Mmh. monde s'en fout. Ouais. L'environnement, c'est plus à la mode, c'est complètement has-been. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je pense que ça restera le mur, qu'on aura vu le plus longtemps arriver et qu'on se prendra le plus fort, peut-être dans l'histoire de l'humanité, hein, j'ai l'impression. On continue avec, pendant qu'on parle de voiture, avec quand même un petit souci d'expérience utilisateur, un truc qui nous dérange. Je sais pas si tu te rappelles, Guillaume, bah, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, quand on achète un Kindle, on a la possibilité de l'avoir moins cher pour avoir de la pub qui s'affiche, sur l'écran de verrouillage. Alors, est-ce que demain, comme il y a des écrans dans les voitures, on pourrait imaginer acheter une voiture moins chère s'il y a de la pub? Je te pose la question, Guillaume. La réponse, c'est pas du tout. Par contre, tu pourras avoir de la pub quand même, Ah bah en payant le même non! prix. Ah bah non! Ah bah si, Alors? bah oui, puisqu'on est dans les voitures électriques, on peut dire 2 mots d'un phénomène qu'on espère isolé, mais voilà. C'est vrai que ça va te parler, toi, grand routier devant l'éternel, Ah hein. bah En oui! Chine, des voitures de marque 10 balles te passe une pub de 5 secondes sur ton écran au démarrage. Une pub sur une promotion sur un autre véhicule de la même marque, de 1300 balles pour être précis, la promo, comme sur ton mobile. Voilà, une pub non skippable à papa, quoi, comme Sympa. comme on a dans les apps. C'est ta voiture, quoi, cette fois qui est prise en otage, et ça a pas plu, bizarrement, hein. C'est bizarre, Le bah, je comprends pas que les constructeur gens n'aient pas apprécié quand même. ah, c'est étonnant. Le constructeur s'est excusé, il aurait fait une erreur de jugement. Donc voilà, Ah! lui, ça l'a étonné. Il pensait honnêtement que les possesseurs de voitures seraient ravis d'avoir des pubs pour changer de voiture. Tout le monde aime la pub, hein, je comprends pas. Et puis surtout, c'était pas la première fois. Stellantis a fait pareil aux États-Unis avec une pub pour une extension de garantie. Chaque arrêt du véhicule, il y avait une pub pour une extension de garantie. Scandale aussi qui s'est soldé par des excuses. C'était une erreur, paraît-il. Mais bon, ces expériences montrent que les constructeurs y pensent évidemment, hein, c'est naturel. Maintenant qu'une voiture, c'est un smartphone avec des roues, bah pourquoi ils passeraient pas des kilos de pub en boucle comme sur tous les smartphones?
pourquoi pas. Effectivement, on peut se poser raisonnablement la question. Enfin, ça risque d'être un peu pénible à force, mais bon, bref. Allez, je vous l'avais teasé en introduction, il faut quand même qu'on arrive à ce sujet. C'est celui qui, moi, ne peut pas m'empêcher de me faire rêver. J'aimerais un monde où je les vois évoluer comme ça. Je serais pas tout à fait encore 100% chaud pour monter à bord, mais évidemment, c'est les zeppelins, Guillaume. Mais oui, moi perso, j'aime bien les ballons. Tu monterais C'est les... dedans s'il y en avait demain qui Ouais, étaient... bien sûr. Putain, j'aurais Ah ouais, bah peur. ouais, bien J'aurais sûr. Ah non, non, peur. pourquoi? Non, non, Parce que non, ça explose. mais ça explose. Mais pourquoi ça exploserait? Il n'y a aucune raison que ça explose On a s'il y arrêté a d'en plus faire de... parce que ça explosait trop, enfin. Mais non, non, pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est tu vois, moi, ça va bien se passer. Ah, Moi, j'aime bien les voilà. ballons. Alors, j'avais pas les trucs qui roulent sur les stades, hein, les ballons qui volent. Voilà, les montgolfières, j'aime bien, c'est cool, mais c'est surtout les ballons à gaz qui sont les plus intéressants, les dirigeables à gaz. Mhm. Et j'avoue que je trouvais les zeppelins très stylés. Ah bah c'est Ces gros stylé. ballons du début du C'est XXe ouf. siècle, c'était Bah incroyable. ouais. Et en fait, il y a rien qui fait plus steampunk d'ailleurs, quoi. Ces énormes ballons, dans des centaines, hein, furent construits à l'époque. Ils furent construits et ils transportaient des passagers de manière enfin, régulière, quoi, hein, Mhm. entre les continents. Pendant une bonne vingtaine d'années, c'était un moyen de transport aérien normal pour des civils. Certains appareils ont parcouru plus d'1 million de kilomètres. Ils reliaient les continents, ils faisaient le tour du monde. Alors, la Grande Dépression a mis un coup à cette industrie, hein, c'était cher. Le LZ, le LZ de 129 Hindenburg, celui-là même qui a pris feu dans le New Jersey, hein, pouvait transporter en moyenne, je crois, 25 passagers. Mhm. Donc, c'était pas beaucoup, c'était probablement très coûteux. Mais il avait une ligne régulière Europe-États-Unis. Tu t'en as de la transatlantique en ballon. C'était un ballon de 246 mètres de long, 50 d'envergure, c'était énorme, hein, et c'était rempli d'hydrogène. Alors c'est vrai, à l'époque c'est de l'hydrogène, à Ah l'époque c'était ouais. un gaz bien plus simple à obtenir que l'hélium, et en plus l'hydrogène a une importance plus importante. Le Hindenburg fait son dernier voyage sans problème d'ailleurs, hein, le 6 mai 1937. C'est arrivé à l'aéroport qu'il y a un incendie qui se déclare. Il y avait un orage et tout, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il y a un incendie qui s'est déclaré. Et puis bon, avec l'hydrogène, évidemment, ça crame encore mieux avec de l'hydrogène. Donc il a fini par s'écraser au sol. Ça a donné des Tu photos vois que ça crame. spectaculaires et historiques qui signent la fin de l'ère des dirigeables, effectivement, parce que bon, tout le monde a cette image-là. C'est surtout qu'en fait, après, on a développé les avions beaucoup plus. Les avions sont plus rapides. C'est eux qui sont devenus les stars. L'aviation de ligne a pris son essor après la guerre, hein, évidemment. Et les ballons sont devenus des reliques de l'histoire. Pourtant, un ballon étant ce qu'il est, hein, il tient en l'air tout seul. Donc, il consomme beaucoup moins d'énergie qu'un Mhm. avion. Il fait aussi beaucoup moins de bruit. Et aujourd'hui, on peut utiliser de l'hélium. Et l'hélium, ça ne crame pas. C'est pas inflammable. Et on peut aussi utiliser de la fibre de carbone, alors qu'à l'époque, on utilisait plutôt de l'aluminium. On peut bénéficier de moteurs électriques qui sont très largement plus efficaces que les moteurs à gasoil de l'époque. Donc, est-ce qu'il serait pas temps de réhabiliter les ballons? Est-ce que ça contribuerait pas d'ailleurs à lutter contre ce réchauffement climatique et cet enjeu écologique que tu viens de décrire? Pour Mais ce partie? serait tout à fait possible si on développe énormément le truc. En fait, il y a quelques boîtes d'aéronautique qui s'y essayent. La plus célèbre, du fait de son fondateur, c'est Althea Research, qui est Mhm. fondé par Sergey Brin, dont on parle régulièrement, et dont le dernier prototype, qui s'appelle le Pathfinder 1, vient de se faire une petite virée au-dessus de la baie de San Francisco. C'est Il beau. a un look comme à l'époque, comme en 40, hein, Oh, suppositoire quand pas même. exactement en 40 parce que c'était déjà moins en 40, plutôt comme en 1920, quoi. Voilà, c'est Ouais. un gros ballon, petite nacelle. Alors c'est un tout petit en fait par rapport au Hindenburg. Il fait que 124 mètres de long. Le Hindenburg était 2 fois plus gros que ça. L'appareil a d'ailleurs été construit dans un hangar qui date lui-même de la guerre, hein. C'est la plus grande structure en bois du monde. Le hangar est si gros que les nuages se forment à l'intérieur parfois. Et Incroyable. alors, le Pathfinder, il a une structure interne qui est très complexe en 3D, hein. C'est une structure rigide qui est en fibre de carbone et en titane, avec des cellules de gaz qui sont des bonbonnes en nylon qui sont remplies d'hélium. Il a 12 moteurs électriques qui peuvent s'orienter librement. Il y a des petits ailerons un petit peu partout. Les moteurs puisent dans des batteries qui sont rechargées au sol. Il y aura un système hybride aussi si besoin. Donc, bon, probablement ils utilisent un carburant, mais on ne sait pas exactement lequel. Le Pathfinder 1 est tout petit comparé à son successeur, hein, qui sera probablement la première version commerciale, donc le Pathfinder 3. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait du 2, je ne sais pas. C'est le 3 apparemment qui deviendra le truc commercial. LTA n'est pas le seul à s'intéresser à ces machines. On a Flying Whales en France d'ailleurs qui envisage de faire un peu la même chose, mais je n'ai pas trouvé des masses d'informations là-dessus pour l'instant. Alors les ballons sont cool, ils ont leurs limitations parce que Hmm. c'est long, évidemment, c'est Ouais, 10 ça fois va pas plus lent aussi qu'un vite qu'un avion. avion. Bah oui. Hmm. Et non, mais par contre, ça peut transporter des trucs pour moins d'un quart de l'énergie. Hmm. Et ça sans bruit. Et du coup, si on se démerde bien, sans CO2, parce que on utilise des moteurs électriques, si tu te débrouilles bien, tu peux utiliser énormément moins d'énergie et surtout énormément moins d'énergie fossile. Et tu peux traverser l'Atlantique. Alors, ça, c'est Hmm. déjà fait. Je veux dire, on sait très bien qu'on peut aller de Paris à New York en ballon, il n'y a aucun problème. Donc Pathfinder 1 vole bien, c'est encourageant. Peut-être qu'on verra une renaissance des zeppelins comme ça dans les années 30. Comme 10 ans auparavant,
ce serait marrant, quoi, de voir ça. C'est sur l'angle techno qu'on couvre le sujet et je pense qu'il y Comme aurait plein 100 d'autres ans aspects. auparavant, pardon. Pourquoi je dis Comment? 10 ans? Comme 100 ans Ah, auparavant. 100 ans auparavant, oui, pardon, Ouais, j'ai même ouais, pas parce que relevé en c'est plus. 10 ans non, parce auparavant, on que le saurait. Mais bon, oui, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, ça s'est arrêté plus ou moins dans les années 30, ce serait marrant que ça redémarre dans les années 2030, quoi, voilà. j'ai tendance à penser qu'il faudrait changer profondément les infrastructures pour généraliser ce type de véhicule dans Mais le pas du quotidien. tout. Non? Ben non, parce que justement, ça a pas besoin de piste d'atterrissage. Bien sûr, ok. C'est décollage À la atterrissage verticale. vertical, il y a aucun, tu vois? Et c'est pas si terrible. Alors, il faudrait des grosses places de parking, Ouais. mais il y a pas besoin de piste, Mmh, mmh. tu vois? J'espère, Guillaume, qu'on aura l'occasion de parler dans Tech Café d'un épisode spécial. Les Zeppelins sont officiellement de retour. Bon, quelque part, c'est un peu le cas là, avec le 1. Là. Bon, à suivre. Allez, on passe à une petite rubrique jeux vidéo pour conclure cet épisode. Une arlésienne, j'allais dire maintenant. Une Xbox portable, un petit peu comme un Steam Deck, mais à la sauce Microsoft. Ça arrive ou ça arrive pas, Guillaume? Eh ben, ça arrive pas, mais on va en parler. Effectivement, SteamOS, ça fait une grosse mise à jour, donc il y a plein de choses qui s'améliorent. Mais le plus marquant, c'est que SteamOS devient un système générique, installable sur d'autres machines que celles de Valve, donc pourvu qu'elles aient un chipset AMD, ça roule. Et donc, du jour au lendemain, c'est devenu possible de tester côte à côte deux consoles portables, consoles entre guillemets, des PC, consoles portables, avec exactement le même matériel et deux systèmes d'exploitation différents, Windows 11 et SteamOS. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas l'avantage de Windows, hein. Le youtubeur Dave2D a fait la comparaison avec une Legion Go S. Le système de Microsoft est moins bon de 5 à 10% en termes de performance dans les jeux en réglage faible Ça fait moyen. beaucoup. Et ça sur des jeux Windows quand même, hein. Ça craint. Et pourtant, c'est même pas le pire. Le pire, c'est l'autonomie. Sur Hades et Dead Cell, la Légion sous SteamOS a 2 fois plus d'autonomie que celle sous Windows. Sans compter que SteamOS possède un vrai mode veille qui marche, hein, qui consomme presque rien, avec un réveil immédiat. Donc au Windows 11, il est nul à ce niveau, hein, sur toutes les machines. Hein. Soit il bouffe trop d'énergie, soit il se met en veille, profonde, quoi, et quand tu le réveilles, il se met presque autant de temps que s'il bootait. Windows n'est pas un système fait pour ça, c'est tout, et c'est absolument criant quand on fait la comparaison. C'est pas un système fait pour la mobilité, quoi, et en particulier pour la mobilité sur des petites machines comme ça. Steam montre que Microsoft a énormément de boulot pour produire un système qui pourrait être crédible sur une console portable. Et on sait qu'ils sont en train de développer une console avec Asus, donc le projet Kinan. Bon, on ne sait pas à quel point ça va être juste un reskin avec un bouton Xbox, quoi, ou ça sera vraiment adapté. Si la machine Asus ciblée Xbox marche si elle marche mieux sous SteamOS que sous Windows, ça va devenir vraiment embarrassant, quoi, hein. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle on ne l'a pas vu au Computex, alors qu'on s'y attendait vraiment. On va savoir. De toute façon, il semblerait que selon Windows Central, que le projet de Xbox portable soit plus d'actualité, c'est plus la priorité chez Microsoft. C'est un truc qui avait été envisagé pour 2027 avec la prochaine génération d'Xbox de salon d'ailleurs, et la stratégie aurait changé, et il n'y aurait aucun développement en cours sur une console portable. Bon, qui est quoi donc si je sais pas si c'est plus une est-ce que c'est encore une idée parce qu'ils disent tout le temps qu'ils adorent ça, que voilà, mais bon, pour l'instant on n'en sait rien. La stratégie de Microsoft sur les consoles, c'est toujours pas très clair, hein. Ouais. Et puis tu as l'impression, franchement, à 3 mois d'écart, tu as une conviction de stratégie de leur part. Et 3 mois après, tu peux prendre radicalement l'inverse et ça marche aussi. Donc c'est vrai que c'est très étrange. Au passage, j'en profite pour ce type d'appareil sur Steam Deck. Il y a GeForce Now qui est disponible en application native maintenant. Il faut l'installer sur la partie bureau. Et donc voilà, ça permet de faciliter un petit peu les choses. Avant, il fallait passer par une interface navigateur. C'était quand même beaucoup moins intuitif, j'allais dire. Et puis, alors, un acteur du jeu vidéo de longue date, même s'il n'a pas encore convaincu par ses actions, Guillaume, ça changera peut-être demain, c'est Apple. Et Apple se lance dans le développement de jeux vidéo, c'est fou, mais bon, doucement quand même, hein, Ouais. puisqu'ils viennent de racheter leur tout premier studio, RAC7, RAC7. Studio C'est de le 200-300 personnes, c'est ça, hein, je crois. studio de 2 personnes, Ouais. qui a donc un seul jeu, Ils ont donc embauché 2 personnes. qui s'appelle, le jeu s'appelle Sneaky Sasquatch. Ah oui, il est bien C'est ce jeu. disponible sur Apple Arcade. Il est pas mal. Apparemment, voilà, c'est très connu et très apprécié sur Apple Arcade. Et donc, effectivement, ils ont embauché deux gars, quoi, enfin, deux personnes. Donc, Apple a indiqué à Digital Trends que c'était une exception en plus. Donc, vraiment, bon, il faut vraiment pas s'affoler, quoi. Il faut pas s'enflammer, hein. C'est pas vrai. Je pense pas qu'ils vont concurrencer Xbox comme éditeur, hein. Ils ont lancé leur Game Pass parce qu'on n'allait vraiment pas là, quoi. Vraiment. Ils ont déjà le Game Pass, ils ont un Apple Arcade, enfin. Oui, c'est vrai, tu as raison. Allons. Comme éditeur, quoi. Tu as raison. Ouais. Que sur des appareils à la pomme, évidemment. Avec ce jeu qui... moi, j'avais testé, je le trouvais
pas mal, on s'en lasse vite. Mais par contre, mon fils a joué à ça pendant des semaines après. Et je comprends pas pourquoi, parce qu'on peut vite s'en lasser à mon sens. Mais bon, a priori, ça a convaincu. Écoute, bravo aux développeurs qui ont gagné un ticket pour rejoindre une grosse boîte américaine quelque part. J'imagine que ça doit être la consécration. Merci Je sais pas beaucoup. ce qu'il leur a pris, honnêtement. Mais pourquoi vous avez fait ça? Bon, écoute, merci beaucoup Guillaume en tout cas pour ta veille que tu nous as synthétisée au travers d'un conducteur intelligemment construit une fois de plus pour permettre de passer un bon moment en la compagnie de nos auditeurs et nos auditrices pour parler de tech. Si jamais vous êtes convaincus par la formule, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu le plus fort pour nous, c'est de ne pas nous faire transformer tout de suite par un prompt. Et donc pour ça, il faut que vous alliez sur patreon.com/techcafé pour nous soutenir et puis vous rejoigniez une communauté de soutien. Vous avez les épisodes sans la pub bien entendu et quelques infos qui achèvent de vous convaincre d'une part d'humanité dans Tech Café, j'ose à le penser. Merci beaucoup en tout cas de l'envisager. Merci de déposer des avis sur Apple Podcast, Podcast Addict et de réagir sur techcafé.fr dans la fonction commentaire des articles qui accompagnent la parution des épisodes. Et puis en plus, ça se synchronise sur Discord, là où aussi vous pouvez continuer à discuter entre vous et avec nous, et pas que de tech, on peut discuter de plein d'autres choses sur Discord, et on a un petit peu les mêmes voix qui reviennent régulièrement sur Discord, c'est assez sympa de voir qu'il y a une petite communauté qui vit, donc voilà, si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à aller sur techcafé.fr/Discord. En attendant, vous pouvez aussi, il faut le savoir, nous retrouver à titre individuel. Par exemple, toi, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ah mais on me retrouve pas sur Internet, c'est mauvais pour la santé. Mince, Internet. mais c'est les Oui, algos, non, c'est pas Internet, c'est les algos, on a dit. Je vais plutôt me faire une partie de jeux vidéo. Ah, d'accord, tu vas jouer à quoi? Je vais essayer Sneak et Sauce. J'étais sûr. Évidemment, Guillaume, évidemment. Je suis sûr que tu vas aimer. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Guillaume Vendée, occasionnellement sur Twitch, beaucoup moins ces derniers temps. Et puis, bien entendu, dans quelques jours, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.